RCA, collectif citoyen, et reprise en main citoyenne. Ma première question, c'est pas vraiment une question, c'est un petit tour de table pour vous présenter succinctement. Regardez de temps en temps le tableau et le temps qui défile. Ne parlez pas en même temps, je veux dire chacun à son tour. Et oui, parce que c'est difficile pour ceux qui comptent aussi. Et voilà, vous présentez succinctement et le mouvement, le parti que vous représentez. Merci. J'imagine que je commence. Ah, c'est vrai que ça, on n'avait pas dit. On l'a pas dit, hein. Je vois que je suis le premier à gauche, mais On aurait pu tirer au sort, mais on va faire comme des gens bien éduqués. Tu peux commencer. Oui. Je vais demander juste le public pour intervenir 1 heure après, pendant le débat, s'il vous plaît, n'intervenez pas, c'est ingérable. Merci. donc bonsoir à tous et merci Alexandre, c'est très courageux d'inviter un parti qui n'a rien à dire. On va quand même essayer ce soir de tenir ce débat, même si effectivement au sein de Blanco il n'y a pas d'opinion exprimée. Je m'appelle Laurent Récart, j'ai 45 ans, je suis né à Bruxelles, j'ai vécu 30 ans et j'ai déménagé en Flandre en 2010. Et en 2014, aux premières élections fédérales auxquelles je participais en Flandre, me rendre compte du nombre de votes blancs, de votes nuls, et surtout 2 fois plus de non-votants dans un système de vote obligatoire en Belgique. En 2019, ces chiffres n'ont pas du tout amélioré, au contraire. On est près d'1 million de non-votants en Belgique en 2019, au fédéral, et on est à 438 000 votes blancs, votes nuls en Belgique. Donc qu'exprime-t-il en réalité? C'est un peu la question qu'on s'est posée. Et comment ramener ce million de personnes aux urnes, puisqu'on est convaincu de vivre en démocratie et que ce moment est important. Quoi qu'on en pense, le vote est important et chaque vote peut faire la différence. Donc, c'était l'idée de ramener ces personnes. Et beaucoup de personnes, en fait, au sein de ce million 4, veulent exprimer qu'aucun parti ne les représente et ne mérite leur voix. Il y a une grande mésinformation, mauvaise compréhension dans tous les pays du monde sur ce qu'est le vote blanc, sur ce qu'il implique, etc. La version officielle dit qu'ils ne sont pas comptabilisés, ils sont comptabilisés mais ne comptent pas au moment de la répartition des sièges. Le discours s'arrête souvent là. On peut aller plus loin, et beaucoup plus loin, en disant que ces non-votants, ces votes blancs, ces votes nuls, 17% de l'électorat en 2019, ça représente 26 sièges à la Chambre, s'ils étaient représentés. 26 sièges à la Chambre qu'aucun électeur, en fait, n'a voulu. Donc le système est ainsi fait. Mais on trouve le système un peu trop facile de la part des partis de dire, ma foi, si aucun de nos programmes ne vous convainc, votez blanc. Sous-entendu, nous, on reste avec les sièges. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de Blanco, au lendemain des élections donc. Je prends mon temps de parole parce que j'aurais pas grand-chose d'autre à dire comme au programme. On va Euh, partir quand même. non, non, la bière est bonne ici au bar, donc on va rester. Mais effectivement, c'est de dire que le système est trop facile et que exprimer un vote de contestation doit être possible en démocratie. Une démocratie saine doit accepter ce vote de contestation. Et aujourd'hui, malheureusement, il s'exprime trop souvent au nord du pays vers le Vlaams-Belang, au nord, au sud vers le PTB, en disant oui, mais moi c'est juste un vote contre le reste, je soutiens pas forcément leurs idées. Non, ça c'est plus possible. Ce vote-là aujourd'hui, c'est le Parti Blanco. Et donc voilà, cette idée est née d'un tweet en janvier 2020, et, euh, et aujourd'hui, on est 128 candidats répartis sur les 11 circonscriptions du pays. Donc si la NVA n'avait pas eu l'idée de se mettre sur les listes wallonnes, on serait le seul parti présent dans les 11 circonscriptions. Et on verra ce que ça donne. On verra exactement ce que ça donne, puisque notre mot d'ordre noir sur blanc sur le site, c'est de 1, lire les programmes de tous les partis qui vous intéressent, faire un choix, mais surtout d'aller voter. Le deuxième point, c'est de dire, s'il n'y a pas de préférence, le vote blanc est là pour ça. Maintenant, si c'est un vote de contestation que vous voulez mettre, si aucun parti ne mérite votre voix, c'est le slogan, faites-le savoir. Et faites-le savoir au travers de ce qu'on voudrait à terme un siège vide, un siège non représenté. Ça, c'est le but de Blanco. Le moyen mis en place, c'est la création du parti Blanco pour pouvoir incarner ce siège vide dès le 10 juin prochain, en votant abstention à tout moment sur tous les votes à la Chambre. Mais surtout, le gros travail des élus Blanco, ce sera de modifier la Constitution, de modifier les lois électorales pour permettre une nouvelle option de vote sur les bulletins, qu'est la case siège non attribué.
qui sera synonyme de dissolution du parti Blanco. On n'a pas envie de se présenter plus longtemps que ça. On veut amener une nouvelle option de vote qui est le siège vide, sans salaire, sans subside, mais comme signe de contestation en disant non, aucun de ces autres partis présents sur cette liste ne mérite ma voix et je vais le faire savoir. Voilà. Merci Laurent Henri IV. Le truc que j'aurais voulu pas faire. La voiture 1 HHZ 810 est garée sur une place d'handicapés. Alors, c'est dégueulasse de faire ça. Donc, il se lève en cachette pour aller pisser, ou plusieurs se lèvent en même temps. Et à cause de ça, on devrait faire des coupures au montage, mais c'est pas grave. 1 HHZ 810. De toute façon, c'est pas en direct, donc c'est pas grave. Désolé. Ah, merde. La voiture de cette immatriculation pourra porter plainte contre Kéros. RMC, Michel Bureau ou Alain Fillon, n'oubliez pas que Laurent Reichardt a dit qu'il aurait peut-être moins de choses à dire après, donc il a pris son temps. Vous pouvez être plus court. C'est entendu, mais Mais c'est dur pour moi parce que j'adore faire des longues interviews de 2 heures et demie. on sait. Je souffre aussi, hein. Ouais, tout à fait. Bonsoir tout le monde. Voilà, moi je suis peut-être pas trop connu dans le milieu politique parce que je n'ai pas fait beaucoup de politique avant, voire presque pratiquement pas. Je m'appelle Alain Fillon, j'habite Peupaster, je suis grand-père d'un petit garçon merveilleux, et donc je voulais dire que mon engagement était principalement une motivation, enfin que sa présence était principalement la motivation de ma présence ici. Donc, RMC est un mouvement qui a démarré, on va dire, un petit peu dans la foulée de la crise sanitaire que l'on vient de passer tous et qui nous a permis de réfléchir. Moi, je crois que c'est le cas de tout le monde, en fait, hein. C'est un événement qui permet... On avait tout le temps de réfléchir. En plus, on l'a bien utilisé pour ça. Et nous avons donc démarré avec une rencontre entre les deux personnes qui sont devant vous aujourd'hui et un mouvement, on va dire une action qui a commencé par une réunion où on a entendu que le Parlement allait réaliser une commission parlementaire Covid. Je ne sais pas si vous en souvenez, de toute façon, ça a été invisibilisé tellement les résultats n'étaient pas bons pour la doxa. Et on s'est dit, ce jour-là, on va aussi faire notre commission citoyenne, mais avec des experts qui n'étaient pas de plateau. La première fois, on s'est présenté devant la presse, et nous n'avons pratiquement, enfin, on a eu 2 journalistes, et les 7 autres fois que l'on a fait des conférences de presse pour faire passer, défiler la vingtaine d'experts, et pas des moindres, devant le public, on n'a plus eu de journalistes du tout. Donc on s'est dit, il y a probablement un problème au niveau du journalisme, et je ne crois pas que je dois prêcher à des convaincus ici. On a publié un livre qui s'appelait Cosico. Cosico, crise sanitaire, point d'interrogation, crise sociétale, point d'interrogation. On l'a distribué, ça a fait son temps, et puis après, on s'est retrouvé un petit peu désœuvré, et un jour, Michel m'a téléphoné, quelques semaines plus tard, m'a dit, j'ai commencé un livre, est-ce que tu veux bien m'aider à le finir? Et c'est ce qu'on a fait, on a réfléchi encore, on n'allait pas nécessairement porter des pancartes aux manifestations, on faisait ça dans la discrétion, mais on prenait le temps de réfléchir à ce qu'on allait vous proposer comme information, et c'est sur base de ce livre que Reprise en main citoyenne est née, puisqu'on a analysé la situation bien au calme, et on a donc fait des propositions. Les personnes qui ont lu le livre, on va dire en primeur, nous ont convaincus qu'il fallait lancer le mouvement de façon à mettre les idées que l'on vous présentait dans le livre en œuvre. Et donc c'est pour ça que depuis le mois de février, donc c'est très peu de temps, on était présent dans la campagne. Mais bon, voilà, qui dit peu de temps, peu de moyens, on a quand même réussi à avoir des listes sur toute la province de Liège, sur Namur et sur le Brabant wallon. Donc voilà ma petite histoire. Donc je vais passer la parole à Michel qui va vous raconter peut-être une autre. Merci Alain, je regarde le temps qui passe, donc je vais être super court. Donc moi c'est Michel Bureau. J'ai 7 questions après. J'ai 7 questions.
Mon nom, c'est Michel Bureau. Je suis spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie. J'ai fait une thèse d'agrégation en neurochimie, donc sur le cerveau humain à l'Université de Californie à Los Angeles. Puis, j'ai pas mal travaillé pendant la période Covid où je me suis occupé d'unité Covid de Middle Care. Ensuite, j'ai coordonné scientifiquement le COSICO, donc, probablement pas mal de gens connaissent ici, avant d'écrire ce livre-là. Et puis pendant ces années, j'ai aussi fait des études de philosophie parce que ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de comprendre la société et l'homme. Et donc, le livre a pris un peu plus d'un an et demi de réflexion pour essayer de comprendre pourquoi la société n'allait pas bien, pourquoi il y avait une faille entre le monde politique et la société civile, et de proposer une réflexion qui ramenait en fait le citoyen au milieu du pouvoir par un concept qui s'appelle la démocratie semi-directe. Semi-direct. Claude Archer pour Transparencia et la liste transparence. On entend allô. C'est peut-être mieux sans micro. Allô. Voilà, ça va bien. Merci, hein. Voilà, on a le privilège d'entendre ma belle voix magnifique. Ben, merci d'être là à tous et merci à Kéros, surtout effectivement comment convaincre 1 million de personnes. Ben, comme Macron, il faut avoir les médias derrière soi. Nous ne les avons pas et donc grâce à Kéros, le canal de diffusion et de débat est exceptionnel et j'espère que ça continuera longtemps. Quant à moi, je suis un des fondateurs de l'association Transparencia, qui est un groupe d'activistes essentiellement, dont l'objectif est donner plus de pouvoir aux citoyens, surtout qu'ils se rendent compte qu'ils ont plus de pouvoir qu'ils ne le croient. Et on s'est focalisé sur le droit à l'information, justement, c'est-à-dire que toute information détenue par des pouvoirs publics nous appartient. C'est un droit constitutionnel, qui est l'article 32 de la Constitution, et on a fait du lobbying pendant 6 ans pour changer des législations, pour que le plus d'informations soient directement disponibles et qu'il n'y ait pas besoin d'être un élu pour pouvoir contrôler le gouvernement. Pas besoin d'être. Par exemple, une des législations qu'on a fait changer au niveau communal, c'est que maintenant en Wallonie, dans chaque commune wallonne, chaque citoyen a accès en ligne au même dossier que le conseiller communal, que les élus avant le conseil communal. Ce qui est donc c'est supprimer cette différence entre les élus et les citoyens. Et donc ça a été notre but. On a fait ça, au total, on a changé 6 législations. Et donc le but, c'est toujours renforcer les pouvoirs des citoyens et en fait faire plutôt une école d'activistes. Moi, à titre personnel, je suis simplement papa de 3 enfants et je vis ici à Bruxelles. Mais ce que j'aime bien, mon kiff, c'est de voir les gens qui ont une petite victoire symbolique. Et donc, au lieu de se décourager, ils se disent, bah, ça vaut la peine d'essayer une deuxième fois et d'encourager mes voisins à se bouger et dire, ben oui, c'est vrai que tout seul on ne peut rien faire, mais à plusieurs on peut beaucoup. Et je crois que c'est plutôt ce vent-là et cet esprit d'espoir qu'on veut insuffler en incitant de plus en plus d'activistes à se former et à créer. On va créer une académie Transparencia pour en fait former, quels que soient les mouvements citoyens. On a aidé les gilets jaunes, on a aidé les gens qui s'occupaient du Covid. La cause n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est renforcer les contre-pouvoirs dans la société et se donner des outils ensemble pour créer ces contre-pouvoirs. Voilà. Bonjour, moi je suis scène-thérapeute, journaliste indépendante sur la liste de collectifs citoyens. Donc collectif citoyen justement, ce n'est pas nécessairement un parti, mais veut au contraire aller contre les règles de la particratie. Et c'est un mouvement qui réunit donc un ensemble de collectifs qui pour beaucoup ont deux grands points communs. Le premier, c'est bien sûr la démocratie citoyenne participative. Donc, on est là pour changer les règles du jeu. Ça, c'est évidemment avec des objectifs à court terme et puis à long terme. On parle d'assemblée citoyenne, on parle de tirage au sort, on parle de référendum d'initiative citoyenne. Donc, c'est vraiment effectivement remettre le citoyen au cœur de la gouvernance. C'est lui qui doit prendre, ce sont les citoyens qui doivent prendre leur sort en main. Donc ça, c'est un petit peu pour les grandes lignes. Nous avons 22 objectifs prioritaires. On va dire que principalement, ça s'axe aussi, les outils démocratiques doivent surtout aussi servir
les libertés fondamentales. Donc moi, en tant que journaliste, ça fait une dizaine d'années que je m'engage sur tout ce qui est, on va dire, santé. Donc la défense, à la fois, je suis un peu lanceuse d'alerte, donc ça a été le cas déjà sur l'autisme et la vaccination, mais j'ai vu arriver l'agenda global, comme c'est vraiment le sujet que je suis depuis plusieurs années. Donc j'ai même publié, on va dire, les éléments que je voyais liberticides qui se mettaient en place déjà un an avant la pandémie. En fait, pour moi, cet agenda de la sécurité globale, il est très clair que tout ça, ce sont pas des virus et des choses qui nous tombent dessus par hasard ou des mesures que l'on prend dans l'urgence à l'improviste, mais que l'urgence et la peur sont vraiment ce qui est utilisé de manière systématique et permanente pour nous imposer on va dire les programmes des multinationales qui sont plus en fait justement les programmes des citoyens. Voilà. Donc je peux vous dire que tous les gens qui sont chez Collectif Citoyen, en tout cas énormément, sont des gens qui sont beaucoup mouillés pendant la pandémie, qui ont organisé les manifestations. Le docteur Alain Collignon qui s'est battu contre l'ordre. Enfin, ils sont beaucoup de médecins qui sont battus contre l'ordre ou pour soigner leurs patients. Voilà, moi en tant que journaliste, je m'étais engagée très très tôt auprès de Robert Kennedy Jr. aux États-Unis, notamment pour le faire venir et pour qu'il puisse expliquer ce qu'il était en train de se passer, c'est-à-dire toute cette privation de liberté qui était en train de se mettre en place. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir son mouvement en Europe. Et puis là maintenant, je me dis, ok, on a contesté, c'est le moment d'aller et de changer, voilà, de changer les règles sur place. Il faut y aller maintenant. Merci. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Giovanni. Je suis également candidat à la région bruxelloise pour le collectif citoyen. Et alors, en fait, je crois que j'ai commencé ma vie adulte en me retrouvant en manif en 2001, suite à l'invasion de l'Afghanistan par la coalition américaine à l'époque. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Depuis, j'ai vu un monstre, littéralement totalitaire, qui n'a cessé d'avancer, en fait, depuis. Et bon, ben, entre-temps, j'ai vivoté, j'ai fait plein de petits boulots. Vu que je m'appelle Giovanni, bien évidemment, j'ai fait des pâtes et des pizzas. J'ai également été maçon. Et en 2020, bon, il y a eu cette pandémie, et là, je me suis dit, ah ben, on y est. C'est le grand bazar qui commence, on n'en est pas sorti, loin de là. Pour en sortir, va falloir virer les gars en haut. C'est pas compliqué. Tant qu'ils sont là, eux, les banques, le contrôle qu'ils ont sur les médias, ben, vous en faites pas, hein. On sera pas sorti de l'auberge. Et pendant justement donc ces 4 dernières années, ben, mon petit destin d'activiste n'a cessé de continuer. J'ai été entre autres coordinateur de la Boom, que vous avez pu connaître, le carnaval sauvage, afin que la jeunesse puisse s'exprimer. On était dans l'illégalité, donc je peux vous dire qu'il y avait de l'adrénaline aussi. Et puis il y a eu la crise énergétique avec le début du conflit Russie-Ukraine. On a fait 5 interpellations et communes au niveau de la région bruxelloise pour dire on veut des solutions, on veut que ça s'arrête. Donc il y a eu tout ça. Et du coup maintenant, ben, en fait, pourquoi je me suis engagé avec le collectif citoyen? Ben, c'est pas compliqué. Justement ici, Senta parlait de ceux qui s'y retrouvaient. Il y a Alain Collignon, ok, l'ordre des médecins, mais pas que. Il y a eu toi, il y a eu Mehdi Minaoui, Ilham Wardani, Aziza Nouri, qui sont sur la liste ici à Bruxelles, qui ont organisé les plus grosses manifs de l'histoire de Belgique depuis la Marche Blanche. Il y a eu moi, entre autres. Il y a eu Frédéric Guaraguer, qui a protégé au niveau de l'Evras, mais aussi de Rien Covid. Il y a Élise Malangro, pareil sur l'Evras. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais m'engager avec eux? Et je vais vous dire, le mouvement à l'intérieur, je vais pas dire que tout est rose, mais j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi. En fait, c'est à cette question que j'ai cherché à répondre. C'est qui nous a défendu les 4 dernières années et qui pourra mieux qu'eux nous défendre pour toutes les prochaines qui suivent. Et là, voilà, la question ne se posait même plus. C'est-à-dire, il y a des choses à régler, il y a des problèmes, tout n'est pas rose, mais on va gérer. Et donc maintenant ici, on est prêt, c'est le 9 juin, et si on est là, c'est pas parce qu'on a envie d'être ailleurs. C'est pour faire ce qu'on dit qu'on va faire. Voilà, merci à vous.
Bonsoir, moi je m'appelle Benoît et je suis ici avec Marie-Math pour vous présenter le mouvement citoyen Agora. On est bien un mouvement citoyen, c'est très clair, qui a vu le jour il y a 5 ans, lors des précédentes élections, et lorsque des citoyens, à un moment, se sont dit, ben, la situation est mûre pour venir avec une proposition. Et si, avec un choix qui a été fait très très clair, pour régénérer la démocratie et donner plus de place aux citoyens, ben, d'organiser des assemblées citoyennes, avec des citoyens tirés au sort. Alors, à la surprise de beaucoup de monde, on s'est présenté aux élections régionales à Bruxelles et on a obtenu un siège. Et donc ce siège a permis, et les moyens que ça donnait, d'organiser pendant 5 ans des assemblées citoyennes. Plein de choses ont été faites. Marie-Mathilde, qui était au cœur de toutes ces activités, vous en direz un petit mot tout de suite. Mais je vais vous expliquer ici pourquoi maintenant on se présente au niveau du Parlement fédéral, pour pouvoir donner une suite à ce qui s'est fait, continuer à assurer une sorte de rôle de tête de pont permanent de la voix des citoyens qui s'expriment dans des assemblées, qui fonctionnent, et on a acquis beaucoup de compétences, et d'expérience au cours de ces 5 dernières années pour comment vraiment faire marcher ça, pour que la délibération puisse bien fonctionner. Et donc cette tête de pont, qu'elle continue à alimenter des sujets au sein de l'hémicycle et là où les décisions se prennent. Et pour que, à terme, effectivement, on puisse aussi œuvrer à une modification de la Constitution pour que ces assemblées citoyennes, qui sont aujourd'hui seulement combat consultatif, puissent avoir un vrai pouvoir législatif. Et ça, c'est notre objectif politique. Et effectivement, à l'instar d'autres, une fois qu'on aura obtenu quelque chose de similaire, le mouvement n'aura plus lieu d'être. Et si, en Belgique, par exemple, ce serait une façon très simple de le faire, si le Sénat pouvait être remplacé par une assemblée citoyenne tirée au sort, ça suffirait. Bonjour, je m'appelle Marie-Mathilde Van Donskriek. Du coup, comme Benoît le disait, Agora a déjà, dans les élections précédentes, à travers son parlementaire Pépin Kennis, organisé 4 assemblées citoyennes qui se veulent être participatives, délibératives et représentatives. Représentatives dans le terme direct, à travers des citoyennes tirés au sort sur base de différents critères pour que ce soit représentatif de la population. En l'occurrence, pour la région, c'était Bruxelles. Et donc, ça dépend chaque fois il y a différents sujets qui peuvent venir à la surface. L'idée, c'est que chaque fois, ça soit choisi par des citoyens également. Et donc, dans le cadre de ces 4 précédentes assemblées, il y a eu le sujet il y a eu le sujet logement, le sujet travail. Il y a eu une assemblée réactive, donc qui était en réponse à différentes discussions qui se faisaient en commission. Et il y a eu une assemblée aussi énergie-climat. Donc voilà, c'est vraiment dans la continuité de ce que Agora a pu réaliser au régional, que Agora se présente aujourd'hui aux élections au fédéral. Merci. Merci. On n'a jamais fait ça, mais on va faire l'état des lieux des compteurs. Non, on pourrait les remettre juste pour savoir. Parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant pour vous, pour moi aussi. Voilà, on a pas mal de questions. C'est très bien, il faut présenter, mais après, je sais pas comment vous allez faire. Parce qu'il y a des questions un peu plus profondes, justement. Je voulais citer, mais c'est bien, hein, c'est très bien. Qui est au plus bas? Collectif citoyen 1403, attention. Si Giovanni ne peut plus parler, ça va être vraiment compliqué à la fin. Alors, Simone Weil, la philosophe, hein, pas l'autre, hein, qu'on peut respecter, mais le philosophe, elle disait: notre démocratie est fondée sur le jeu des partis. Donc, chacun est une petite église profane armée de la menace d'excommunication. L'influence des partis a contaminé toute la vie sociale de notre époque. Mais il y a aussi la question de la liberté de pensée et d'expression que le système de partis empêche. Et je la cite de nouveau: si un homme membre d'un parti est absolument résolu à n'être fidèle en toutes ses pensées qu'à la lumière intérieure exclusivement et à rien d'autre, il ne peut pas faire connaître cette résolution à son parti. Il est alors vis-à-vis de lui en état de mensonge. C'est une situation qui ne peut être acceptée qu'à cause de la nécessité qui contraint à se trouver dans un parti pour prendre part efficacement aux affaires publiques. Mais alors, cette nécessité est un mal et il faut y mettre fin en supprimant les partis. Un homme qui n'a pas pris la résolution de
fidélité exclusive à la lumière intérieure, installe le mensonge au centre même de l'âme. En quoi êtes-vous libre de penser et hors d'une discipline de parti, de dire l'évidence de la vérité? Donc, deux questions. En quoi vous distinguez-vous d'un parti traditionnel? Et en quoi celui-ci est-il organisé pour vous laisser penser librement? Alors, certains qui ont déjà un peu répondu à la question, vous pouvez être plus court. Regardez de temps en temps l'écran, on revient un peu sur Terre, mais voilà, les deux questions. Et peut-être qu'on peut commencer par quelqu'un d'autre, un autre mouvement. Changeons le sens. C'est parti. À plein de niveaux, Agora est vachement différent. Tout d'abord, c'est un mouvement citoyen sans programme, parce que le programme se crée en fonction des assemblées, ce qui est dit aux assemblées, les résolutions qui en ressortent, ou tout projet citoyen qui en découle. Les parlementaires ne sont que mandatés de prendre la parole si, en l'occurrence, il y a eu un sujet. Les citoyens et citoyennes ont parlé d'un certain sujet, le sujet discuté, pardon. Donc, en l'occurrence, c'est que dans cette situation-là que le parlementaire a l'occasion de parler. L'idée avec Agora aussi, c'est que ce soit pas juste consultatif. Il y a vraiment cette idée de porter la voix du citoyen, citoyenne au jour le jour au sein même du Parlement, avec une vision de vraiment avoir un objectif plus contraignant pour davantage institutionnaliser cette idée au sein de notre réalité politique d'aujourd'hui. Et puis il y a vraiment ces trois critères au sein du projet, au sein du mouvement citoyen de représentativité, délibération et participation. Et donc, dans l'idée de représentativité, c'est vraiment avec ces trois critères qu'il y a un tirage au sort qui a lieu pour faire en sorte que ce soit vraiment représentatif de la population, ce qui n'est pas le cas dans notre réalité politique aujourd'hui. Participatif, c'est vraiment cette idée que ça atteigne tous les niveaux de pouvoir. Et vous avez sûrement déjà entendu parler, que ce soit communal, régional, enfin, il y a énormément de différents projets citoyens qui se créent, et donc c'est vraiment cette idée que ça aille partout dans tous les différents niveaux de pouvoir. Oui, non, mais c'était très bien dit. Je voudrais juste rajouter peut-être une chose, c'est pour avoir facilité ces assemblées, c'est d'avoir pu observer combien sérieusement les citoyens et citoyennes qui sont venus participer ont fait leur travail, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'implication, et c'est tellement désolant de se rendre compte que ce travail sérieux n'est pas pris au sérieux par ceux qui sont supposés nous représenter. Et c'est en cela qu'on se différencie certainement, et par cette... Au début, ça a surpris les autres parlementaires à Bruxelles, quand notre élu ne prenait pas la parole tant qu'il n'était pas mandaté pour le faire. Il n'était mandaté que lorsqu'une assemblée citoyenne avait discuté du sujet et avait produit des propositions. Et maintenant c'est entendu, c'est compris. Il faut donner de la place aux voix citoyennes et pas simplement de façon consultative. J'ai oublié une troisième petite... Ouais. Mais du coup, pour répondre à ta deuxième question, donc il y avait l'aspect représentatif, participatif et puis délibératif. Et ça a été énormément travaillé aussi au sein de nos assemblées à la région pendant ces dernières 5 années, où il y a vraiment cet objectif de donner la place à tout un chacun qui est présent de manière équilibrée pour qu'on aille casser ces potentielles forces de pouvoir, que s'il y a des obstacles, que ce soit linguistique, que ce soit, enfin il y en a énormément qui existent, ça aussi qui est vraiment un soutien, un suivi, une attention qui soit là présente pour que chaque personne présente se sente bel et bien inclus et importante et se rende compte de l'importance que sa voix a au sein de ces assemblées et au sein de notre pays. J'ai oublié une troisième question très rapide. Vos relations avec les partis traditionnels, pour ceux qui sont déjà là avant et les autres, juste rapidement. Très rapidement. Nous, on a été confrontés, comme je le disais, au sein du Parlement bruxellois, et au début, ça faisait rire tout le monde, et puis de plus en plus, le temps passant, et nous voyons venir avec de plus en plus de propositions fondées, sérieuses, ils se mettent à écouter. Maintenant, nous, on considère qu'on est là en soutien de ce qui existe déjà, et la proposition que l'on veut
enfin, que l'on soutient politiquement, qui est de remplacer le Sénat par une assemblée citoyenne tirée au sort, ben, ça laisse de la place à une chambre des représentants, élue. Mais que à tout moment, lors de toute décision et à tout niveau de pouvoir, les citoyens soient consultés, ben voilà, c'est ce qu'on veut faire. Et alors, ils acceptent ou ils acceptent pas. Aujourd'hui, ben, on nous a donné très très peu de visibilité, ça c'est sûr. Là, c'est seulement cette dernière semaine de toute la campagne qu'on a eu quelques occasions de parler sur les médias traditionnels. Et quand on était en relation avec les médias traditionnels, bah, ils nous prennent pas au sérieux. Ils prennent pas les citoyens au sérieux. Alors, si j'ai bien compris la question, c'est la lumière intérieure, l'allégeance à un parti, à une structure autoritaire qui s'impose, et les relations aux autres partis. Ok. Eh bien, ma réponse sera simple. En fait, je ne me soumets qu'à la lumière intérieure. Moi, il n'y a personne au-dessus qui va me dire comment je dois parler, comment je dois m'habiller, le vêtement que je dois mettre un jour ou l'autre. Il y a pas de soumission à ça. Et au collectif citoyen, en fait, la seule chose qui est demandée, c'est il y a effectivement les 22 points avec lesquels on peut être plus ou moins d'accord. Et puis il y a l'éthique générale du mouvement. Et ça, c'est discuter qui respecte ou pas cette éthique, une éthique de respect vis-à-vis des autres. Et c'est ce qui compte pour moi. Donc c'est effectivement qu'on ait un espace sain de travail dans lequel on puisse s'exprimer tant qu'on respecte un cadre d'éthique générale qui correspond au mouvement. Mais il n'y a pas une ligne de discipline de parti sur absolument tout, où il y a quelqu'un qui dit à tout le monde comment ils doivent parler, comment ils doivent penser et comment il faut se projeter vers l'extérieur. Ici, par exemple, aujourd'hui, je suis nouveau et on m'a fait confiance pour venir m'exprimer. Et tant que j'exprime, je crois, les idéaux et l'éthique générale du mouvement, on me laissera le faire de la manière dont je le fais. Donc, à ce niveau-là, c'est effectivement, je crois, écouter ce qu'on a à l'intérieur et ne pas rentrer dans une structure qui est autoritaire. Si oui, je pense qu'il faut un juste équilibre. D'ailleurs, c'est pas compliqué. On a tous des flyers différents chez Collectif Citoyen, donc ça montre déjà, ça prouve qu'effectivement, il y a aussi de la place pour l'expression individuelle, tant qu'on respecte une certaine éthique, effectivement. Euh, donc moi, je pense que ce qui est quand même très très important, c'est d'avoir aussi en interne un vrai débat. C'est-à-dire que autant c'est important, je dirais au niveau bien sûr de l'information en général dans les médias et dans les parlements, c'est là où ça n'a pas lieu, mais aussi en interne, parce que demander à tout le monde de voter, moi j'ai vu pas mal de gens qui étaient dans les pays de l'Est, c'est bien, mais s'il y a qu'une façon de penser, voilà, il y a 2 ans, tout le monde aurait probablement voté en panique dans les premiers jours, le pass sanitaire et les injections obligatoires. Je dis pas tout le monde, mais enfin, donc c'est quand même important de relancer. Donc moi, j'ai pas de problème quand quelqu'un me dit oui, bah, une autre personne dans le collectif citoyen n'a peut-être pas le même avis que toi. Ben tant mieux. Voilà, c'est ça, c'est relancer aussi le débat contradictoire. Maintenant, je pense que l'idée, c'est pour nous quand même, s'il y a des élus, des mandataires, c'est de chaque fois qu'il y a des propositions de loi qui sont faites, des projets qui sont débattus, on retourne évidemment vers le collectif pour en débattre ensemble et pour avoir une position commune. Donc il y a évidemment 22, on a déjà un ensemble de points qui font partie d'un projet collectif. Après, dans la pratique, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Je sais pas s'il y avait encore une autre question. Merci. Non, je pense pas qu'on se considère comme un parti, mais vraiment comme plutôt une école d'activistes, c'est-à-dire donner les moyens aux gens de reprendre du pouvoir. Un parti, moi, à titre personnel en Belgique, je le vois surtout comme une organisation dont le but principal est de payer les salaires des permanents du parti. Point barre. Le reste, c'est que de la décoration. Un peu de rouge, un peu de vert, un peu d'orange, un peu de bleu. Mais le but fondamental, c'est la reproduction d'un appareil de salariés, de permanents. Voilà, ici, nous n'avons pas de permanent à part Agora qui a 4 salariés grâce à son député. Nous n'en avons pas. Et toute structure a tendance à vouloir se reproduire, même si le but initial de la structure a disparu. Et donc, c'est pas vraiment l'idée. Bon, merci. Je fais une autre chanson alors, hein, si vous aimez bien.
Et mais par rapport à ça, je ne veux pas être un marchand d'illusions, donc faire croire que les élections changent la vie, non. En Belgique, le système est cadenassé. Il y a un seuil de 5% qui a été voté à l'époque par Écolo, le PS et le MR pour que toutes les voix des partis qui sont en dessous de 5% soient redistribuées aux grands partis. Dans un système pareil, où en plus avec les médias ne font des tests électoraux et des débats qu'avec ces grands partis, c'est un système complètement fermé. La seule petite faille, c'est la région bruxelloise, où du côté néerlandophone, avec 3000 électeurs, on peut avoir un député, et c'est ce qu'a fait Agora. Et c'est pour ça qu'au départ, on a fait une liste transparence du côté néerlandophone d'ailleurs. En dehors de ça, le système est tout à fait cadenassé. Donc ce qu'on peut faire avec les élections ici, c'est se compter. Se compter, de dire qu'on n'est pas seul, de penser à penser différemment, et à vouloir aller plus loin et construire quelque chose. Ici, l'objectif, je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'espoir d'avoir des députés, mais c'est pas le but. C'est surtout de faire rentrer la discussion, la réflexion chez les citoyens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, que faire pour changer les choses? Et changer les choses, on peut le faire tous les jours et pas pendant les élections. Je le rappelle avec Transparencia, sans jamais avoir été aux élections, on a changé 6 lois en 6 ans. Si 5 gugus au départ qui font des blagues de potage sur Internet arrivent à changer 6 lois, c'est que les citoyens ont quand même plus de pouvoir qu'ils ne le croient. Et le but des médias, c'est vous faire croire qu'en fait, votre impuissance vous condamne tous les 5 ans à voter. Merci. Je continue, tant que vous applaudissez, moi je continue. Tant que je gagne, je joue. Il y aura encore des questions. Non, je vais céder la place aux autres, voilà. Allô? Oui, je remercie d'abord Alexandre de poser ce genre de questions parce que tu tombes dans notre cœur de cible, qui est effectivement la relation qu'on a avec la particratie pour le moment, que l'on souhaite voir disparaître tout simplement. Pas un petit peu, complètement. Mais on ne veut pas s'attaquer à la particratie en direct parce qu'on est perdu d'avance, donc on veut mettre une méthode, non pas un programme même. Nous n'avons pas un programme, parce qu'un programme, ça veut dire on a pensé des choses pour vous et on vous les soumet, vous les acceptez ou vous ne les acceptez pas. On a des méthodes surtout pour changer le fonctionnement du système. Pas changer le système, mais carrément de système. Donc la méthode nous permettrait, avec RMC, de pouvoir se passer des partis en mettant en place le système de démocratie semi-directe. Le tirage au sort qui va faire en sorte que le même candidat a très peu de chances, voire pas du tout, de se retrouver tiré au sort 2 fois consécutivement. Et donc voilà, c'est vraiment l'objet de notre livre pratiquement qui prend au moins un tiers de ce qu'on a rédigé. Je vais passer la parole à Michel qui va vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Merci. Pour répondre à ta première question, parce que je crois que il faut y répondre quand même, c'est que un parti dans l'esprit de Simone Veil est totalitaire par essence. Et que si on veut qu'une démocratie soit citoyenne, ça signifie qu'on veut que la démocratie soit habitée par du sens et par le sens de la citoyenneté. Et par conséquent, si des partis s'emparent d'une démocratie, ils ne sauraient pas s'emparer du sens, qui est d'une certaine manière, comment dirais-je, une entièreté en fait de ce qui compose l'humain, alors que la particratie ne voit ce qui est humain que par l'angle de son idéologie. C'est bien pour ça que les partis sont totalitaires et c'est bien pour ça qu'ils ne peuvent jamais résoudre les problèmes d'une société. Je crois que c'est un peu le sens de ce que Simone Veil nous dit. Ça, c'est pour ta citation. Maintenant, concernant ce que Alain nous dit, RMC souhaite en fait non pas changer le système, mais changer de système par la démocratie semi-directe qui repose en fait sur 2 grands piliers. C'est le tirage au sort sur une base volontaire, d'un côté, et d'autre part, un référendum d'initiative citoyenne qui sera nécessairement contraignant et pas consultatif, contrairement à ce qui se fait actuellement et qui est un habillage en fait d'une démocratie élective et qui n'est pas du tout ce que nous préconisons. Quand les citoyens sont tirés au sort, ils passent devant un comité des sages qui examine non pas leurs compétences, les citoyens actuels, les politiciens actuels n'ont pas de compétences particulières, mais on examine leur probité pour voir s'ils sont aptes en fait à réaliser une fonction publique. À ce moment-là, ils entrent dans les assemblées législatives, le pouvoir législatif,
mais aussi dans la magistrature, pour ce qui est du pouvoir judiciaire. Ces deux assemblées élisent alors sans candidat le pouvoir exécutif, ce qui permet d'avoir une indépendance des trois pouvoirs qui n'est pas du tout assurée dans notre système actuel. Il y a une excroissance du pouvoir exécutif par rapport au pouvoir judiciaire et législatif, à la fois au niveau national, mais également, si vous y réfléchissez un peu, au niveau européen. Quand les mandats sont achevés, et ils sont achevés au bout d'un temps limité, ce qui n'est pas le cas actuellement dans notre système, les personnes repassent devant ce comité pour voir s'ils l'ont exercé, s'ils ont fait leur mandat de manière correcte, et s'ils l'ont pas fait de manière correcte, ils doivent rendre compte sur leurs biens personnels. Ça, c'est l'exercice d'une vraie démocratie. C'est comme ça qu'on peut rendre confiance dans la politique. Alors, ce que RMC essaye de faire et veut faire profondément, c'est de rendre confiance aux citoyens dans leur capacité de gérer la chose publique. On a trop souvent expliqué aux gens qu'ils n'étaient pas capables d'exercer une fonction publique. On leur a dit que la politique, c'est un machin compliqué, complexe, et qu'ils n'étaient pas capables de s'en occuper. C'est parfaitement faux. Pour s'occuper de la chose publique, il faut de l'intelligence, et l'intelligence, ça ne s'apprend pas sur les bancs d'université. Ce qu'on apprend sur les bancs d'université, c'est de l'instruction. C'est pas du tout la même chose. Tout citoyen, pour autant qu'il soit un peu aidé, est capable d'exercer une fonction publique. Par conséquent, la première chose à faire, c'est de rendre confiance aux citoyens dans l'exercice de sa fonction publique. Tous les citoyens, qu'ils soient petits ou grands, sont capables d'exercer cette fonction. Une caractéristique aussi de RMC, c'est de ne pas attaquer les gens, c'est de ne pas les insulter, c'est de ne pas les agresser. Nous avons été insultés, agressés pendant un tiers, enfin on peut même dire jusqu'à la fin de la campagne. C'est pas notre genre parce que nous estimons que lorsqu'on fait de la citoyenneté, les idées doivent être conformes à ses actes. On ne peut pas d'un côté dire qu'on respecte les citoyens et d'un autre côté ne pas les respecter dans la manière dont on se comporte avec d'autres personnes. Autrement dit, chez RMC, vous ne verrez pas d'insultes, d'agressivité. Nous sommes à l'écoute de tout le monde, nous posons des questions et nous essayons d'avoir des réponses justes et rationnelles avec tous les citoyens. Merci. Peut-être que j'aurai des minutes à revendre, si ça vous intéresse. En fait, Ouais, il y a du business. aux enchères évidemment. En quoi le Parti Blanco est unique? Ben, je crois que c'est la première fois, peu importe le résultat de dimanche, c'est la première fois en Belgique qu'on pourra comptabiliser le nombre de voix qui disent aucun d'entre vous, cher parti, ne méritait ma voix. Ce sera plus des idées qu'on peut se faire sur l'abstention, le vote blanc, qui exprime-t-il vraiment. Cette fois, pour la première fois, on va savoir combien de personnes pensent qu'aucun parti ne méritait leur voix. Donc un vrai vote de contestation. Aussi, j'entends qu'on n'est pas tout à fait le seul parti à obsolescence programmée, mais c'est vraiment le but. Nous, notre mission, notre programme, c'est ce changement de la Constitution pour remplacer le parti qu'on a créé par une nouvelle option de vote. Et ce sera au parti d'aller expliquer à leurs électeurs et à l'ensemble de la population pourquoi ils auront refusé notre proposition. Nous, on va l'amener à bien. Un élu suffit pour ça, pas besoin d'être 10. Un élu suffit pour amener cette proposition à la Chambre. Ça prendra un peu de temps, mais c'est tout à fait possible de faire ça. L'avis de chacun au sein de Blanco est tout à fait respecté. L'avantage qu'on a avec un parti, on n'a pas peur de s'appeler un parti, mais l'avantage d'avoir une seule ligne de programme, c'est que 100% de nos adhérents sympathisants sont d'accord avec 100% du programme. Ça, c'est un gros avantage. Donc on est tous d'accord, on travaille tous dans le même objectif. Mais la question de ta couleur politique n'est jamais posée aux candidats qui se présentent. On n'a jamais posé la question de savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu as voté auparavant, etc., etc. On travaille tous dans un but. Il y a un ras-le-bol général aussi bien au nord qu'au sud du pays. Il y a un dégoût de la politique, des politiciens. Il y a un éloignement croissant, et donc ça rejoint aussi bien le nord que le sud. Et on est très content d'avoir eu les candidats partout. L'engagement, par contre, malgré les avis que chacun peut avoir, l'engagement est cette abstention en étant à la Chambre. Et c'est pas quelque chose de facile.
Il y aura toujours, à un moment donné, dans une législature, une question de dire, oui, mais est-ce qu'on donnerait pas plus d'argent aux familles monoparentales d'enfants handicapés? Oui, bien sûr qu'on veut ça. Oui, mais est-ce qu'il faut pas se battre contre ceci ou ça? Oui, mais l'engagement qu'on a par rapport à des dizaines de milliers d'électeurs dans chaque circonscription, c'est cette abstention. Et c'est pour ça qu'un comité est là derrière, pour soutenir ces élus qu'il y aura, puisque les pressions viendront de toutes parts pour influencer l'une ou l'autre décision, certainement pour les lois spéciales. Enfin, la question des relations avec les autres partis, je vous invite à aller revoir l'interview qu'il y a eu chez Christophe de Bourcieux avec Louis Michel, où je me suis fait humilier, descendre, insulter pendant 20 minutes. Ça a joué en notre faveur. Il a été parfait. Il a juste été parfait puisque les commentaires allaient tous dans l'autre sens après. L'interlocuteur qui était en non-votant en direct s'est dit en entendant le programme de Blanco, bah oui, en fait, je vais quand même aller voter. Donc cette émission était parfaite. Idem sur les RTBF, il y avait 4 partis présents, tous à descendre l'idée du siège vide, etc. Bonne chance avec les signatures, voilà. On a malgré tout le soutien de 3 élus sortants de la Chambre. Donc ça montre quand même que cette idée peut convaincre. À ceux qui disent que jamais on trouvera une majorité pour soutenir notre idée, peut-être bien que oui, malgré tout. Voilà, encore hier soir, une soirée civics écolo, les engagés sont vraiment archi contre l'idée de dire à quoi ça sert. Fatalement, ils sentent que pour la première fois, il y a une menace sur leur siège. Pour la première fois, il y a un risque de ne pas avoir les 150 sièges à se partager à la Chambre. Et donc, voilà, ça joue. C'est une idée qui a fait son chemin. On a eu l'aide, franchement, des médias. Nous, on n'a pas du tout à se plaindre, en tout cas côté francophone, de la visibilité qu'on a eue, parce que je pense que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui intéresse beaucoup de monde. Voilà. Il y aura peut-être des questions par rapport à ça, parce que moi, je suis toujours dubitatif par rapport au fait qu'on est invité par les médias. Donc ça, c'est vous qui poserez des questions. Non, mais faut pas applaudir, faut pas. Alors, quel que soit le nom qu'on lui donne, plandémie ou pandémie, là n'est pas la question. En tout cas, cette période a permis de constater 2 choses. Il n'y a eu aucun débat. Même ceux qui sont ici tout à fait en accord avec le gouvernement, Pfizer, les sociétés pharmaceutiques et Ursula von der Leyen, vous ne pourrez jamais dire qu'il y a eu du débat. Le débat a été interdit. Alors, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que quand les gouvernements veulent aller vite, ils ont les moyens. S'ils avaient autant de zèle pour taxer les fortunes et les paradis fiscaux, certains sortiraient peut-être de la misère. Et ils ont aussi pourfendu la liberté, les droits fondamentaux. Tout simplement, on a arrêté de vivre pour soi-disant éviter de mourir. Je crois que personne ne peut nier ces 3 points ici. Alors, question simple, on va commencer par aucune des extrémités. Quelle analyse tirez-vous de cette période? Et que faire à l'avenir alors qu'il nous prépare encore des festivités? Claude Archet. Et puis on partira comme ça, et puis comme ça. J'ai été élu premier. Non, j'aurais dit, tu m'as pas entendu? Il faut tout répéter. Période Covid. Quelles leçons tires-tu de la période Covid et compagnie? Et que faire à l'avenir? Essayez d'être rapide parce qu'après, il y a encore 2 questions très importantes, même peut-être les plus importantes pour la fin. Mais soyez concis. Je vais répondre. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Effectivement, ils ont montré qu'ils étaient très capables d'agir vite s'il fallait. Et ce constat qu'il a été possible de mobiliser des moyens gigantesques pendant la pandémie à des fins choisies par le gouvernement. On a vu la même chose avec la guerre en Ukraine. Tout d'un coup, ah oui, il est possible d'accueillir des dizaines de milliers de réfugiés. Les Syriens, c'était tous des délinquants, les Palestiniens aussi, mais les Ukrainiens, blonds, yeux bleus, tout va bien, du jour au lendemain. Donc en fait, c'est un bel exemple de l'État, un État au service des citoyens, peut mobiliser des ressources, peut tout à fait, en très peu de temps, réorganiser la société avec tous les moyens publics. Donc, c'est plutôt ça que je retire comme leçon, et que simplement, l'État n'a pas envie de diriger ses moyens vers l'intérêt public, mais plutôt la préservation, comme tu dis, des grandes fortunes. Hein, il faut bien dire, la Belgique est un paradis fiscal. Moi, je vais citer juste une anecdote pour vous donner la profondeur de ce système. On reçoit souvent chez Transparentia des informations confidentielles. Là, par exemple, on a eu sur les 2 dirigeants du MR des informations qui viennent de mener, vous l'avez vu dans la presse, à une enquête judiciaire
sur la secrétaire nationale et bientôt sur Georges-Louis Bouchet. Nous sommes très contents de les mettre sous enquête judiciaire juste avant les élections. Et mais ce genre d'information est intéressante, mais on en a eu d'autres sur justement l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Quelqu'un est venu nous apporter une liste de 52 grandes familles, milliardaires belges, ou multimillionnaires en tout cas, qui, avec les sociétés offshore, où se trouvait leur fortune et où ils ne payaient pas leurs impôts. Hein, on a des sociétés au Panama, dans les îles Jersey, etc. Et cette liste a été, quand on nous l'a transmise, on nous a appris qu'en fait, elle avait déjà été transmise 3 ans avant chez le procureur du roi, qui n'en a rien fait. Étonnant. Et donc finalement, quand j'ai de nouveau eu cette liste, on a eu aussi l'information dans quel cabinet d'avocats se trouvaient les détails financiers pour saisir l'argent qui est dans ces sociétés écrans. Et donc on a organisé, donc on était à la police judiciaire, on a prévenu, ils étaient très emballés, donc l'office anticorruption et l'office de lutte contre la fraude fiscale ont organisé une descente avec 2 brigades de police à 8 personnes pour aller saisir les documents dans le cabinet d'avocat et dans l'hôtel d'un homme d'affaires qui possédait cette liste. Donc c'était très simple, il fallait juste descendre à un endroit le matin, tôt, avant qu'il se réveille, saisir les documents, et la Belgique récupérait 200 millions d'euros instantanément, c'était la valeur de la liste. Eh bien, 5 minutes avant la fermeture des bureaux de la police judiciaire, le procureur du roi a appelé en disant qu'il ne trouvait que c'était pas nécessaire. Il était persuadé que ses avocats et hommes d'affaires iraient spontanément apporter ces informations à la justice. Ouais. Ça, c'est la réalité de la justice belge et des procureurs du roi. Voilà, c'est étouffer les dossiers. Et donc, par rapport à ça, ce système complètement coincé pour la fraude fiscale, bien sûr que les pouvoirs publics, comme le dit Alexandre, peuvent très facilement mettre fin à l'évasion fiscale, c'est-à-dire, en tout cas, la réguler au niveau mondial. On sait où sont les fortunes. On sait où sont les fortunes. En fait, l'ensemble des transactions financières est dans des banques des banques, et qui sont les chambres de compensation, la société Swift que vous connaissez, la société Euroclear, qui trace exactement. En fait, l'argent ne part jamais dans les paradis fiscaux. C'est juste des chiffres sur un ordinateur. Je sais pas si vous avez déjà visité un paradis fiscal, mais c'est très rigolo. C'est-à-dire à Malte, vous savez quoi, quelques bateaux d'oligarques qui traînent dans quelques ports. Vous allez aux îles, les îles Caïmans, c'est un rocher en cailloux. Il y a le premier ministre anglais Tony Blair, via les révélations, s'est rendu compte qu'il avait une villa à 10 millions à Londres, domiciliée via une société à Jersey sur un caillou, en prétextant une activité industrielle. L'argent n'est jamais parti à Jersey. L'argent est toujours à Londres, bien sûr. Eh bien, on a la chance que les 2 grandes sociétés mondiales qui centralisent les transactions se trouvent ici. Swift se trouve en banlieue bruxelloise, à la Hulpe. Euroclear se trouve gare du Nord, ici. L'argent des paradis fiscaux, il est ici à Bruxelles. Et donc, saisir l'argent des grandes fortunes qui s'échappent à leurs devoirs citoyens. Hein, on savait qu'en Belgique, 1% de la population détient 33% du patrimoine. C'est tout à fait quelque chose que les pouvoirs publics peuvent faire. S'ils ont pu organiser la gestion d'une pandémie et l'accueil de centaines de milliers de réfugiés en Europe, c'est pas des millions, 6 millions au début d'Ukrainiens, ils peuvent aller simplement se présenter à la porte d'Euroclear et de Swift et demander la saisie des comptes. Voilà, pour ça, il faut une volonté politique. Donc, je suis d'accord qu'avec toi, ça a démontré que, oui, des solutions, il y en a. Alors, on s'est pas mis d'accord, mais j'avais pris quelques phrases de différents ouvrages qui devaient passer sur l'écran, mais les comptes à rebours plus les phrases, c'était compliqué. Donc, la fraude et l'évasion fiscale font perdre plus de 1000 milliards d'euros par an à l'ensemble des pays européens, selon la Commission européenne. Donc, on peut imaginer qu'ils mentent, c'est plus. C'est Alain Deneau qui dit ça, qui est un formidable philosophe que j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs fois, québécois. Il rajoute, les paradis fiscaux constituent une question politique. Ils concernent tout le monde, et tout le monde n'en viendra à bout qu'en s'enquérant de ce qu'ils provoquent pour son pays, pour sa communauté et pour soi-même. Ils existent pour qu'on n'en parle pas, pour qu'on ne fasse pas, pour qu'on ne sache pas ce qui s'y trame. Ainsi, parler d'eux est déjà une façon de tenter de les contenir. Rien ne leur sied moins que la lumière. Vous constaterez que très peu de partis au pouvoir ont parlé des paradis fiscaux. Ils n'arrêtent pas de parler de taxer les plus grosses fortunes, mais c'est un peu comme Hollande à l'époque disait « Mon ennemi, c'est la finance ». On ne sait pas trop ce que c'est et on sait très bien qu'ils ne taxent pas. C'était juste une petite parenthèse. On retourne sur cette période formidable qui était 2020-2023, qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, pour voir comment vous l'analysez, cette période, sans jugement. Vraiment, voilà,
pandémie ou plandémie, c'est pas la question. Et que faire à l'avenir si vous trouvez que c'était bien, tout le monde respectera votre avis et Je peux? évidemment, Santa de Peut. Voilà. Je suis très contente que justement Claude Archer ait abordé la question sous cet angle-là parce que j'allais en faire de même. Je pense que ce que la pandémie nous a vraiment enseigné, c'est avant tout qu'il y a une forme de gouvernance mondiale. On va dire à la fois une gouvernance en termes de programmes, de think tank, on voit tous ces Davos, etc. Tous ces think tanks. Hein. Vous vous souvenez quand même, c'est quand même extraordinaire. On n'arrive jamais à mettre les gens d'accord avec des mois de négociations et tout à coup en une semaine, tout le monde répétait les mêmes phrases. Aplatir la courbe, Build Back Better, etc. Tout le monde a pris exactement les mesures opposées de tout ce qu'il y avait dans les plans, parce que chaque pays avait déjà des plans d'urgence, avec des comités, des experts nationaux. Tout à coup, hop, les cabinets de conseil sont arrivés. On a dit que la Chine était formidable, qu'ils avaient jamais on avait eu un meilleur modèle, et on a fait exactement l'inverse. Voilà, en 3 semaines, c'était bouclé. Donc, pour moi, je veux dire, c'est déjà la preuve qu'une forme de gouvernance mondiale existe. Évidemment, elle vient d'où? Ben oui, elle est poussée par les géants, les grands groupes d'investissement, les BlackRock et les Vanguard, etc. La Banque mondiale, la banque à Bâle, la banque des banques. Et ce qu'on sait dans ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que il y a là-dedans, on découvre quand même que les gens qui font partie de ce réseau, on va dire de gouvernance mondiale, sont en même temps dans des réseaux criminels. Donc, qu'on parle du trafic d'êtres humains, de la pédocriminalité, les dossiers de chantage, enfin, je veux dire, on vient de parler de l'évasion fiscale, etc. Je vais pas le répéter. Mais en fait, on voit que ce sont les mêmes personnes qui sont impliquées dans les plus gros dossiers. On va dire que c'est une mafia internationale. Et quand on voit Bill Gates, je m'excuse, mais à l'OMS, ce n'est plus ceux qui s'imaginent que l'OMS, ce sont des pays qui se mettent ensemble pour réfléchir à des solutions pour gérer la santé mondiale. C'est faux. Ce sont des investisseurs privés. Bill Gates, il l'a dit lui-même en 2019 à Davos, quand il investit $1 en vaccin, il en récupère 20. Or, il se trouve être le principal, je vais dire investisseur de l'OMS, parce que aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est créer une industrie de la pandémie. Donc là, je dirais, il est là à tous les leviers. Ceux qui vont détecter, ils financent les gens qui vont détecter maintenant les virus un peu partout. Je sais pas si vous vous souvenez, là, ce matin, tout à coup, il y a eu une nouvelle, on a dit, ah oui, mon Dieu, il y a le virus du poulet au Mexique, quelqu'un est mort ou est malade d'un virus du poulet. Et c'est parti. Et donc, du coup, ben, tous les pays seront censés bientôt stocker des vaccins qu'on aura brevetés, etc. Enfin, donc, là, il faut quand même se rendre compte. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est, oui, certes, on peut discuter de toutes les différentes manières de vouloir mettre en place, on va dire, une démocratie participative, comment ça s'organise, mais il va falloir pousser pour l'avoir, hein. Ils vont pas nous la donner tout seuls parce qu'on a une bonne idée. Donc, je pense que là où il va falloir pousser pour les y forcer, c'est de dénoncer tout simplement toute cette corruption. Ça va être notre levier. Donc, il faut y aller, hein. Je veux dire, c'est pas juste expliquer, excusez-moi, mais aux citoyens qui sont intelligents, qui peuvent y arriver. C'est surtout expliquer là-haut qu'on en a marre de ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, voilà. 7 minutes 16. Alors, les enseignements que je tire, qu'est-ce que je n'ai pas appris de toute cette crise? Ben, j'ai pas appris que la Banque centrale européenne, en imprimant de l'argent, notre banque, en fait, nous appauvrit. J'ai pas appris que nos médias nous mentaient, que nos politiciens nous volaient, que notre alimentation nous empoisonne et que les lobbies pharmaceutiques s'enrichissent quand on devient malade. Donc tout ça, je l'avais pas appris, je le savais déjà avant. Par contre, ce que j'ai pu apprendre, c'est que tiens, quand les politiques veulent vraiment quelque chose, eh ben, ils savent l'obtenir. Donc effectivement, aller à la recherche de ces centaines de milliards, on parle de trilliards qui s'échappent là, en fait, qui s'échappent en restant à domicile, ce qui est quand même magnifique. Là, il y a moyen de rien. On ne sait pas aller chercher des chiffres sur un ordinateur. Par contre, tous nous confiner,
tous nous emballer, interdire de voir nos enfants, interdire de voir nos aînés, ça, ils y arrivent très bien. Eh ben, là, je me suis dit, purée, les politiciens, finalement, ils peuvent servir à quelque chose quand ils le veulent un petit peu. Et donc là, je me suis dit, ben, très bien, parce qu'on va aller le chercher, ce truc, parce qu'on voit que si les leviers, on les a, eh ben, on peut véritablement changer. Et je crois qu'il y a toute une série de problèmes qui sont, que ce soit l'évasion fiscale, que ce soit la démocratie participative, qui, en fait, on peut. En fait, tout est là pour qu'on puisse. Et nous, notre travail, donc, au collectif citoyen, c'est vraiment de faire qu'on s'aperçoive que ce pouvoir, on l'a chacun. Mais tant qu'on reste divisé, on va pas y arriver. Il y a qu'en s'unissant. Notre arme, c'est le nombre. Et c'est pourquoi leur arme à eux, c'est de nous faire croire qu'on n'est pas ensemble et qu'on est tous les uns contre les autres. Donc, collectif citoyen, le programme est dans le nom, faire collectif et activer la citoyenneté. Merci. Alors, aucun des militants et bénévoles qui s'investissent pour soutenir le mouvement citoyen Agora n'a vocation à exprimer son avis sur quelque question que ce soit. Donc, c'est pas ce qu'on va faire ce soir non plus. Par contre, ça fait partie d'ailleurs de la charte, hein, que signe chaque personne qui vient donner du temps et des compétences pour faire fonctionner le système proposé. Par contre, ce qu'on peut vous raconter, c'est ce qui s'est passé pendant la période où des assemblées se tenaient et où les citoyens eux-mêmes, qui faisaient partie de ces assemblées, ont choisi de continuer à les tenir, même quand ils ne pouvaient plus se rencontrer physiquement. Et ce qu'ils ont choisi de faire de leur temps à ce moment-là, et comment tirer profit de cette occasion qu'ils avaient de délibérer ensemble. Et ils ont choisi, comme c'était le moment qu'évoquait tout à l'heure Marie-Mat, où c'était une assemblée réactive, donc en fonction des sujets qui se discutaient au Parlement, ils ont choisi de rebondir sur certains sujets, de donner de l'importance à certains plus qu'à d'autres. Un des sujets qui a été, par exemple, traité pendant ce moment-là, c'est celui de la cybercriminalité. Ils se sont sentis à ce moment-là concernés par ça, étant obligés de faire appel à des ordinateurs et des logiciels de visioconférence et de tout ce que ça impliquait, découvrant tout ce monde pour certains, parce que c'est vrai que la fracture numérique, ça existe. Eh bien, ils se sont rendus compte que là, il y avait un enjeu, par exemple. Un exemple, petit exemple. Pour moi, personnellement, et là je parle effectivement maintenant, c'était super intéressant de voir de quoi se préoccupe un citoyen au moment où il est mis sous pression X ou Y. Voilà. Nous, on peut simplement rendre compte de cela, et avec toujours ce même principe que tous ceux qui sont impliqués dans le mouvement sont là pour porter cette voix-là dès le moment où il y a eu délibération. Là, c'est vraiment le mot-clé, délibération. Et on pourra peut-être revenir tout à l'heure sur comment on a appris à faire fonctionner ça de façon vraiment honnête, je dirais. Mais tu veux peut-être parler d'autres exemples ou... Du coup, chaque assemblée a eu forcément un peu ses défis et en réponse à ta question, cette assemblée qui était du coup réactive, donc en réponse à des lois proposées, était quand même vachement plus compliquée de par le fait qu'il y avait le confinement, parce que du coup elle s'est faite en ligne. C'est la seule assemblée qui s'est faite en ligne et c'était vraiment plus compliqué pour davantage être fort au niveau de la partie délibérative, parce que du coup, oui, on peut encore s'assurer qu'il y ait une écoute, un respect de l'avis de l'autre et un temps de parole plutôt partagé. Mais il y a, à travers le numérique, on perd énormément de nos sens aussi, donc ça a été un vrai défi pour toute l'équipe organisatrice de cette assemblée, de s'assurer aussi que chaque citoyenne présente puisse vraiment sentir qu'il ou elle a sa place. La partie numérique aussi, enfin c'est aussi un autre aspect de par le fait qu'il y a ces 3 critères d'âge, diplôme et genre. Il y a énormément de personnes qui sont pas nécessairement aussi facilement confrontées au numérique, et donc c'est aussi un défi de plus qui était vachement compliqué à surpasser. Mais voilà, ça reste un de nos piliers au sein de Agora, et ça a été tout de même une très belle assemblée, et Agora clairement fait de son mieux pour s'assurer de répondre à ces différents challenges. Moi, c'est ça que je retiens, effectivement, s'il y a un enseignement pour moi, c'est que malgré ces difficultés qui viennent d'être nommées, les citoyens et citoyennes qui faisaient partie de l'Assemblée ont choisi de continuer.
Ils auraient pu dire, bon, on s'arrête, on attend que ça passe et on fera autre chose après. Non, ils ont choisi ils ont donné une importance réelle à leur travail. Ils y croyaient complètement. Tu me rappelles la question de départ? Parce que j'ai l'impression qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais peut-être pas de la question de départ. Quelle analyse vous tirez Ah, la crise sanitaire. C'était bien de ça qu'il était question. de la période? D'accord. Que faire à l'avenir? Ok. Ben, dans cette crise sanitaire, moi, j'ai deux sentiments. En fait, un positif et un négatif. Le positif, c'est que cette crise m'a fait rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés parce qu'on s'est serré les coudes et on a essayé de résister à la vague totalitaire que le gouvernement mettait en place. On savait pas encore trop pourquoi on se battait, mais on savait qu'on devait le faire. Et donc ça, c'est plutôt un point positif. On a d'ailleurs, du côté de Verviers, on a fondé une ASBL pour soutenir les soignants qui étaient, je vais dire, en difficulté avec leur pouvoir organisateur et qui donc se sont réunis. On était en pleine crise Covid, on était 50 dans un petit local et finalement, on prenait ces risques-là, le risque de se faire arrêter par la police, mais je suis certain que vous avez fait tous pareil et qu'on a pris tous le même risque finalement. Alors le côté négatif de ce sentiment, c'est plutôt vraiment une grosse déception parce que jusqu'à cette crise, j'avais quand même l'impression que nos politiques nous voulaient du bien. Si, eh oui, mais bon, on est naïf ou on ne l'est pas. Hein. Et donc cette crise m'a fait prendre conscience qu'ils étaient capables de tous les mensonges, des pires atrocités, même de s'en prendre à la vie des gens. J'ai moi-même un oncle qui est décédé en manque de soins alors qu'il pouvait encore vivre quelques belles années, parce que on a empêché les médecins d'aller voir leurs patients. L'infirmière qui s'occupait de lui, ben, elle n'a plus voulu finir parce que le médecin qui le traitait ne voulait pas y aller, elle ne voyait pas pourquoi elle devait y aller aussi et prendre les risques. Donc on l'a envoyé à l'hôpital et 2 jours après, il était mort. On ne sait pas pourquoi, toujours. Donc c'est vraiment un sentiment d'une vie de mensonges de nos dirigeants et d'imposture, je sais pas pourquoi ils faisaient ça et pourquoi ils s'accrochaient tellement à leur petit précaré, à leur petit siège, à leur petite réélection, parce que finalement c'est ça, hein, c'est pouvoir continuer dans un système qui leur offre un maximum de confort. Mais paradoxalement, ces deux sentiments, un positif et un négatif, m'ont fait prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait, on va dire, se réveiller. C'est vrai que c'est un mot qui est apparu assez bien pendant cette période-là. Et encore une fois, des rencontres, notamment avec Michel, par exemple, m'ont vraiment motivé pour entamer une réflexion profonde et de pouvoir vous présenter donc maintenant ce livre qui est la base de notre programme et sur laquelle on retire pratiquement toutes les informations. Il faut savoir aussi que un peu après 2008, encore une autre crise évidemment, j'ai été interpellé par l'origine de la crise et je me suis intéressé à ça. J'ai découvert que l'argent que vous avez sur vos comptes ne vous appartient pas, qu'on peut vous le prendre à n'importe quel moment et toutes les entourloupes qui ont été également dévoilées ici devant vous existaient alors qu'on ne se doutait absolument pas de l'aspect diabolique de cette chose-là. Et dans notre programme également, nous avons un chapitre qui traite d'une monnaie citoyenne qui est développée pour le citoyen, contrôlée par le citoyen, et qui n'attend qu'une chose, c'est que l'euro se casse la figure pour se déployer davantage et éviter que nos dirigeants nous imposent encore des solutions qui sont toutes pourries, qui nous obligent à utiliser une monnaie numérique, qui supprime le cash et qui finalement vont contrôler nos vies d'une manière ou d'une autre avec ces nouvelles mesures. Je passe la parole à mon collègue. Merci Alain. Pour RMC, en fait, la crise sanitaire, c'est évidemment un choc qui a révélé les faiblesses d'une société, et c'est en fait le symptôme d'une société qui va mal au niveau de la démocratie qui est défaillante et qui va mal au niveau du système économique, puisqu'on est passé d'un libéralisme qu'on appelle dans nos conférences historiques un néolibéralisme
qui, pour aller vite parce que le temps passe, mais marchandise en fait les biens communs, dont celui de la santé. Donc l'OMS, par exemple, est un organisme essentiellement privé qui veut mettre la main sur un bien commun essentiel qui est notre santé. Ça, c'est tout à fait clair. Autrement dit, nous n'adhérons pas à des arguments de type justement milieu pédocriminel, pédosataniste, mafia, etc. Nous pensons chez RMC que des arguments de cet ordre-là sont des arguments d'abord démagogiques, qui ne font pas avancer le débat et qui au contraire vont se retourner contre les milieux citoyens. Si on veut que les milieux citoyens puissent être écoutés partout dans la population, il faut avancer avec les bonnes questions, il faut avancer avec des faits et il faut avancer avec la raison. Et ce n'est qu'à ce prix-là que nous pouvons être entendus et que nous pouvons apporter un projet alternatif par rapport à ce projet néolibéral, ce projet dont nous dénonçons tous les faits et contre lequel nous nous battons tous. Autrement dit, la crise sanitaire a révélé un projet qui a fait réveiller les mouvements citoyens, qui a mis RMC sur pied et qui fait que nous souhaitons vraiment apporter un nouveau projet en face de celui qui est amené par le Forum économique mondial et toutes les puissances supranationales, amener un projet dont le citoyen est vraiment le centre. C'est ce que nous a amené de positif cette crise sanitaire. Oui. Moi, je suis assez content d'avoir lancé mon premier tweet sur X en janvier 2020 et pas en mars. Par contre, mars a amené beaucoup de temps à beaucoup de personnes d'être sur Twitter et de découvrir l'idée du siège vide. Donc ça a amené beaucoup d'échanges via Teams, via Skype, énormément d'échanges, de premières questions aussi, de dire tiens, pourquoi vous êtes créé, c'est contre ce Covid Safety Kit, etc. Je dis non, pas du tout. L'idée est plus large que ça, mais si c'est ça votre motivation d'exprimer un vote de contestation, voilà, c'est ça qui va faire la force aussi de rassembler toutes ces idées-là, puisque beaucoup de personnes aussi nous ont rejoints en disant oui, mais vous devriez voter contre tout. Contre quoi? Moi, je sais pas quelle est la majorité de demain. Je sais pas quelles sont les propositions de demain. Voter contre il y a une proposition de loi d'augmenter de 10% les salaires de tout le monde. Je vais voter contre. Ah ben non, non, ça c'est du bon sens. Mais non, c'est là que commence le jeu des programmes auxquels le pauvre Blanco ne prend pas part. Donc c'est ça qui a été la force et tout le monde est convaincu que c'est la force de Blanco, c'est de pouvoir rassembler tout ce ras-le-bol, toutes ces motivations à être contre ce qui nous est proposé. Pour certains, au sein de Blanco, ça a été le Covid. Ça va du stomatologue qui a continué à exercer tout à fait ouvertement pendant le pire de cette période, aux autres qui ont respecté les règles. Donc c'est pas un sujet de nouveau comme la couleur politique de chacun. C'est pas un sujet qui anime nos soirées. Par contre, c'est la motivation de certains de dire stop. Je veux absolument pas que ma motivation première était de rester chez moi. Non, cette fois, j'ai beaucoup plus de force en ayant ce vote pour un siège non attribué qui reste notre but. Donc, voilà, ça a amené beaucoup d'attention. C'est tout ce que je peux en dire au nom de Blanco. Je sens que ça bouillonne, hein. Les questions, ça va être... Parce que c'est calme, vous êtes très, très obéissant, hein. C'est bien. C'est bien. On est arrivé à une époque où il est quasiment impossible de prêter attention à ce que quelqu'un dit sans savoir qui il est et sans tenir compte des intérêts des propos qu'il tient. On doit savoir s'il est de gauche, de droite, qu'est-ce qu'il mange, son genre, etc., etc. Ces médias, donc, vous qualifient rapidement, si vous ne tenez pas le discours acceptable et accepté, d'extrême droite, de transphobe, d'antisémite. Ils sont capables de détruire votre réputation en quelques minutes. C'est pour ça qu'il ne faut en avoir rien à faire de la réputation. Ce n'est pas important. Donc, celui qui a aimablement répondu à la question que je lui ai posée, c'est-à-dire, es-tu d'accord de poser une question à nos invités ce soir? Voyez-le, quoi que vous pensiez de lui, puisqu'il était aussi détruit sur les réseaux sociaux, et
dans les médias, oubliez qui il est et réfléchissez à ce qu'il dit. Donc, oui, on a des petites images ici. Une fois élu, je serai végétarien. On peut mettre celle avec les clous aussi. C'est fait. Euh, c'est assez parlant. Alors, mon ami Étienne Chouard a accepté de vous poser. Je lui avais demandé de poser une courte question. Et il ne sait pas être court. Et en plus, il parle pas toujours vite. C'est bien. Ça permet de comprendre. Si tu nous regardes, Étienne, c'est pas méchant, hein. Euh, et je le laisse, au fait. Je voulais donner quelques idées qu'il a, mais je vous laisse écouter sa question qui en contient 4-5, en fait. Donc, on essaiera de rester sur l'idée plutôt que élire n'est pas voter, et puis sur la question essentielle de que tout le monde se pose ici. Mais qu'est-ce que vous avez fait à présenter chacun une liste séparément? Et, et quand il n'y aura plus de bruit, on peut lancer la question d'Étienne. Peut-être mettre le son un peu plus fort parce que il parle, il est très posé et il parle doucement. Mercredi 5 juin 2024, Tadoussac, Québec. Je m'appelle Étienne Chouard et je vais poser quelques questions aux petits candidats que Alexandre de Kéros va leur poser demain, jeudi 6 juin. J'ai préparé ces questions, je vais vous les lire tranquillement. Bonjour à vous. L'expression petit candidat est assez humiliante et c'est un aveu de plus de l'escroquerie parlementaire dont tous les rouages ont été pensés depuis 200 ans pour tenir la population à l'écart des décisions politiques. Donc les élections, en plus d'être violemment antidémocratiques, en tenant le peuple à l'écart de toutes les décisions, puisque élire, c'est renoncer à voter, voter, c'est décider, et quand j'élis, j'accepte que celui que j'ai élu vote toutes les lois à ma place. En plus d'une procédure centrale de dépossession politique, l'élection est truquée de A à Z, puisque ce sont les élus eux-mêmes qui en écrivent les règles, en passant par les parrainages mafieux des candidats, puisque vraiment exiger des candidats qu'ils soient parrainés par des élus, oui, c'est vraiment digne de la mafia. Et en passant aussi par la déloyauté crasse des médias, des milliardaires qui n'accordent aucune tribune respectueuse aux concurrents de leurs favoris. La malhonnêteté de la totalité des mécanismes électoraux est aujourd'hui reconnue par quasiment tout le monde parmi les électeurs. Et d'ailleurs, une grande partie de ces électeurs ne se déplacent plus pour cette humiliante pantalonnade. Donc pour tout démocrate conséquent, démocrate conscient, les campagnes électorales sont une impasse, un leurre, une tromperie, une blague. Alors quel intérêt d'y consacrer 1 minute de mon temps? On pourrait voir les candidats comme tous des aspirants au poste de voleurs de pouvoir pour tout décider à la place des autres, mais le sont-ils tous? Sans doute pas. Il y a parmi vous des gens honnêtes. Vous n'avez aucune chance d'accéder au pouvoir par l'élection, hein, mais si vous êtes honnête, si vous respectez les électeurs et aspirez à en faire des citoyens, c'est-à-dire des maîtres de leur propre destin, prouvez-le. Êtes-vous parmi les premiers candidats au monde à porter un véritable espoir démocratique, comme Clara Heger d'Espoir Ric?
Est-ce que vous êtes prêt à promettre de ne jamais rien décider à notre place? Est-ce que vous êtes prêt à promettre de nous laisser décider nous-mêmes, loi par loi, de ce qui nous semble bon? Est-ce que vous êtes prêt, en d'autres termes, à nous considérer comme des adultes, enfin, plutôt que de nous considérer comme des enfants, comme les élus le font depuis la nuit des temps? Vous pourriez, cependant, tout en nous respectant et en nous laissant le pouvoir constituant et législatif, vous pourriez être pourtant des assistants extrêmement importants. Vous pourriez vous engager à nous préparer les lois, à les rédiger. Parce que nous n'en avons certainement pas le temps ni l'envie. Nous ne voulons pas écrire les lois, nous voudrions les voter. Donc vous pourriez nous les préparer, vous pourriez ensuite nous les présenter. Quels sont les avantages de la loi que vous avez écrite pour nous? Quels sont les inconvénients de cette loi? Ceux qui, parmi vous, ont été plutôt favorables à cette loi présenteraient les arguments pour. Ceux qui étaient plutôt défavorables nous présenteraient les arguments contre. On vous verrait vous disputer, vous organiseriez vos controverses pour mettre en scène les conflits, pour que nous comprenions bien les enjeux, les difficultés et les promesses de la loi que vous nous présentez. Et une fois notre opinion bien éclairée par la mise en scène de vos conflits, de vos opinions d'élus sur la loi qui est en jeu, vous nous la feriez voter. Est-ce que vous êtes prêt à devenir le candidat, et vous pourriez vous mettre ensemble, qui ne promettait aucune décision, qui promettait simplement que c'est nous qui allons, nous les citoyens, qui allons décider loi par loi, point par point. Et vous n'auriez plus un programme législatif, vous n'auriez qu'un programme constituant, le programme de rendre le pouvoir au peuple et de nous laisser décider loi par loi. Si vous faisiez ça, vous pourriez vous unir, si vous êtes quelques-uns, au lieu de vous diviser et de présenter une absence d'offre démocratique. Vous vous réuniriez derrière ce programme authentiquement démocratique. Je promets, diriez-vous, je promets de ne jamais rien décider moi-même sans avoir l'avis de la population. Je promets de préparer les lois, de changer la Constitution pour que désormais la loi soit préparée par les législateurs élus, puis présentée aux citoyens dans des controverses loyales, et puis ensuite présentée au vote parce que je promets que ce que je veux, c'est que les citoyens votent eux-mêmes leurs lois. Pardon pour la longueur de la question, mais j'ai presque terminé. Si vous êtes d'accord avec cette idée de programme démocratique, quelle garantie pouvez-vous nous donner que ces promesses seront respectées? Vous vous souvenez, il y avait un candidat qui s'appelait Jean Lassalle, qui s'était, lors d'une élection présidentielle récente, qui s'était engagé sur son patrimoine personnel devant notaire s'il était élu, à changer la Constitution et à nous donner le RIC constituant dans les 6 mois de son élection. C'était un mandat impératif. C'était un engagement solennel sur ses biens propres. C'était extrêmement convaincant et séduisant. Est-ce que vous seriez prêt à faire de même pour montrer votre loyauté, votre honnêteté, votre sincérité démocratique? Voilà, merci de votre attention. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions.
Mais bon, qui sait, nous assisterons peut-être à une profonde évolution. Merci de votre attention. Mais merci Étienne Chouard. On sent un peu de désespoir dans sa voix, comme on l'a un peu tous parfois quand on est des militants authentiques, qu'on essaie d'être authentique en tout cas. Agora et Benoît m'a demandé la parole. Est-ce que vous acceptez que Benoît parle en premier? C'est bien. C'est. Ah ouais, ça va. En fait, je voulais mettre des petits cartons rouges et verts et on aurait pu voir, mais c'était un peu de boulot en plus, donc. Pour moi, c'est ok. Et pour tout le monde, c'est d'accord, tout le monde? C'est plus dur de répondre en premier, hein. Il- Mais ils se sont déjà envoyés des SMS, j'ai vu. 200 € une minute. Non, je déconne. Faut, faut pas me demander de répondre par oui ou par non, c'est pas possible. Non, mais donc les idées les plus importantes, je Abstention. pense que abstention, jamais ne décider à la place des autres, même si le processus est difficile à mettre, la procédure est difficile à mettre en place. Et aussi, il pose quand même la question de l'unité, donc essayer quand même de répondre aux points les plus importants de ce qu'il soulève. Ok, ben, alors, oui, c'est bon. Ici, à nouveau, enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié la question, les multiples questions, parce que pour beaucoup d'entre elles, bah, on peut dire, bah oui, on l'a fait. On peut simplement parler de ce que nous avons fait lors de cette dernière législature, où beaucoup de choses ont été organisées pour permettre ça, ce qui est ici demandé. Et je peux en prendre un exemple. Enfin, vous l'avez déjà vu à l'œuvre tout à l'heure, mais ok, Agora a obtenu un siège au Parlement bruxellois, ce qui veut dire que l'élu qui nous a représentés a eu ses indemnités parlementaires. Il a accepté de n'être payé qu'au salaire médian et de reverser le surplus au mouvement. Chacun des employés qui ont été rejoints à l'équipe parlementaire ont fait la même chose. Donc voilà, ils l'ont fait. Ok. Et cet argent a servi donc à quelque chose. À quoi? À organiser les assemblées citoyennes et faire en sorte que Pépin, notre élu, ne prenne la parole au Parlement que lorsqu'il avait le mandat précis sur des sujets bien précis. Donc, en fait, on a correspondu pour beaucoup à ce qui a été proposé ici ou demandé. Alors, est-ce qu'on est prêt à continuer à le faire? Oui, c'est sur base de cette expérience qu'aujourd'hui, on propose de le faire au niveau fédéral. Continuer à assumer ce rôle de tête de pont permanent de ces voix citoyennes là où les décisions vont se prendre. Mais ce qui fait défaut, c'est que ces décisions citoyennes, elles aient un poids et ça implique nécessairement de modifier la Constitution. Ça, c'est notre programme politique. C'est que les articles qui ont été ouverts à la discussion, lors de cette législature, soient traités et qu'on aille vers cette modification de la Constitution pour qu'il y ait effectivement quelque part, parce que cette assemblée est la chose la plus simple pour que la voix citoyenne puisse s'exprimer, c'est qu'elle s'exprime d'abord après qu'il y ait eu délibération. Parce que cette suggestion qui a été faite ici, que les citoyens décident, oui, mais ça nécessite qu'on explique beaucoup de choses. Et pas seulement expliquer, ça nécessite qu'ils délibèrent entre eux avant qu'éventuellement il y ait un référendum. Avant qu'ils prennent une position décidoire. Oui, ça, c'est ce que l'on veut organiser. Tu veux rajouter? Après, je répondrai à la question, pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble? Ouais, j'espère bien. Ouais, c'était assez marrant dans l'intervention d'entendre parler, d'entendre ces mots de promettre aucun programme. C'est exactement ce que Agora propose. Il y a une vision à long terme de davantage s'institutionnaliser, mais il y a vraiment l'idée aujourd'hui de se dire le système est comme il est. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. On a envie de réviser la Constitution, mais aujourd'hui c'est pas possible aujourd'hui maintenant. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre un pied dans le système petit à petit et davantage prendre la place et se faire entendre et faire entendre la voix des citoyens et citoyennes.
Et en fait, c'est assez beau de vivre ces assemblées et de voir tout ce qui en ressort. Sur 5 ans, c'est long pour un mandat et en même temps, c'est pas long et c'est organiser une assemblée, c'est très chronophage et en même temps, il y a vraiment une envie de prendre le temps aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu autant d'assemblées, il y en a eu 4 et c'est pour ça aussi qu'il y en a eu que 4 parce qu'on a aussi vraiment envie de prendre le temps et de bien faire ça et de pas le faire à la va-vite. Et du coup, il y a eu plusieurs centaines d'actions qui ont été proposées par Pepen partant de ces résolutions des assemblées, avec des questions, avec des résolutions, avec des ordonnances qui ont été écrites en réponse à des discussions qui étaient dans les commissions, en réponse aux actualités bruxelloises, du coup, pour la région qui concernait des réflexions dans les résolutions, et puis aussi dans l'idée de continuer à répondre aux demandes écrites dans les résolutions. Et juste pour en revenir aux assemblées, c'est vraiment beau de vivre ces moments parce qu'il y a vraiment cette idée de se rendre compte que chacun a une voix et qu'elle est tout aussi valable et légitime que la personne qui est à ma gauche, la personne qui est à ma droite et que les élus qui sont nos représentants aujourd'hui. Et du coup, oui, c'est beau de voir ce côté rassemblant et de se dire en fait j'ai vraiment mon mot à dire. Et du coup, si en l'occurrence il y a bel et bien un siège à Agora au fédéral, s'il y a une prochaine à la prochaine assemblée, je vous invite à être bénévole chez Agora à une de ces assemblées parce que c'est vraiment une chouette manière de voir en interne ce qui se passe et de voir les défis et comment Agora arrive à les surmonter pour davantage tendre vers ses objectifs. Et je pense pas effectivement qu'il soit nécessaire que chacun d'entre nous engage notre patrimoine, tu vois, non, simplement qu'on offre du temps bénévolement à faire fonctionner le système. Mais je voulais maintenant répondre aussi à la question, mais pourquoi on s'y mettrait pas ensemble? Ben oui, je veux dire, nous on est prêt à s'engager à ça, hein. Si des sièges sont obtenus, ben que ces sièges servent à donner la voix aux citoyens, quelle que soit la façon sur laquelle on pourrait se mettre d'accord pour le faire. Nous appuyons sur l'expérience que nous avons, qui marche bien. Mais ça veut Je pas pense dire qu'il que voulait c'est dire la se seule présenter façon. ensemble. Se présenter ensemble. Oui, mais de nouveau, mais si, ouais, on pourrait former un groupe hein, de ceux qui seront représentés au sein de la prochaine assemblée, du prochain Parlement. Ben oui, utilisons ce temps-là, utilisons ces moyens pour donner cette parole et mettons-nous d'accord sur comment le faire. Donc nous, on lance le message à tous ceux qui sont ici présents autour de la table. Alors pour ma part, je vais promettre une chose. Donc je vais mal commencer, mais je vais promettre qu'on ne va pas ne rien promettre. Parce que, bon, ici à Étienne Chouard, il parle, il fait son truc depuis 2004. On connaît Étienne et ce qu'il raconte est très bien. Mais quand il y a le feu, je vais pas commencer à aller demander mes voisins si je dois chercher de l'eau pour commencer à l'éteindre. Quand les Allemands ils envahissent le pays, il faut pas se poser la question si c'est des gentils ou des méchants. À un moment, il y a des choses, on les sait et on agit. On obéit à, enfin, je sais pas, notre instinct et à ce que l'on sait, justement, cette lumière intérieure que l'on sait comme juste et vrai. Il y a 99 mecs qui viennent, ils me disent, mets un masque. Je dis, mets-le toi-même et garde-le pour toi. Tout le monde peut me dire le contraire de ce que je pense, je continuerai de penser ce que je pense. Et ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, il y a deux volets qu'il s'agit vraiment de manière très importante de distinguer avec Étienne. C'est OK, c'est bien, on a le temps de parler. Mais ici, on le voit, il y a une montée totalitaire. Il y a 40% d'inflation sur les produits de première nécessité. Quoi? Je vais commencer à demander d'arrêter de me faire entuber et dépouiller. C'est pas ça qu'il dit, hein. Mais non, mais donc, moi je veux bien qu'on fait des assemblées et je dis Agora, j'ai été les voir, ouais, c'est ce qu'on veut faire avec le collectif citoyen, mais il y a toute une série de choses où ici, en tant qu'élu, on sait aussi pourquoi on y va. Et on doit organiser la population, et on doit la faire délibérer, et on doit en fait, c'est pas on doit lui rendre le pouvoir, elle doit venir le prendre. Elle doit venir le prendre. C'est-à-dire, sans la population, collectif citoyen, Agora, ce sera rien. Les gens doivent monter en puissance et réaliser qui sont cette puissance. Et en attendant, du coup, moi, ce que je dis du point de vue de la promesse, c'est, eh ben, il y a une montée totalitaire, on va résister. Et pour résister, il faut le faire de point de vue offensif, on va contre eux, mais aussi on s'organise, nous, toujours, chaque jour, au quotidien, de mieux en mieux, pour faire que ça n'arrive plus jamais. Alors moi, je vais quand même revenir par rapport à ce que dit Étienne Chouard. Il nous demande presque de faire une serment de scout, là. Hein. Je n'ai pas été scout, mais
Donc oui, moi et je pense le collectif citoyen, nous voulons que les citoyens votent eux-mêmes leurs lois. Je pense que ça, je reprends les mots qu'il cite, je pense qu'on est tous d'accord avec ce programme-là dans collectif citoyen. Maintenant, il est clair que ça n'est pas la promesse de Jean Lassalle sur mes biens, non, ça n'est pas réalisable de toute façon dans l'immédiat. Tout le monde le sait. Il y a urgence, comme dit Giovanni. Donc, on ne peut pas faire une promesse de résultat. Ce qu'on peut faire, c'est une promesse. Et là, il y a des promesses qui viennent aussi, je dirais, effectivement, il y a une forme d'éthique. Moi, je me suis posé la question au moment où on s'est dit, OK, Cynthia, tu vas devoir faire ta campagne. Qu'est-ce que tu peux promettre aux gens? Eh ben, je ne peux promettre qu'une seule chose. Mais c'est ce que j'ai toujours fait, c'est de leur parler vrai et d'agir en conscience. Voilà. Ça, c'est la seule chose. Ça, je l'ai toujours fait. Je continuerai à le faire. Donc, je pense qu'il y a une promesse d'engagement qui est là. Il y a des programmes qui sont là, des méthodes, des outils, et je pense qu'on peut en mettre en place tout de suite. Les tirages au sort, etc. Il y a des choses. Même la consultation en fait citoyenne, elle existe au niveau dans la Constitution. Je pense que c'est prévu. Alors, elle est peut-être pas contraignante, mais je veux dire, il faut déjà mettre en place ces outils et à l'intérieur de nos propres mouvements. Et bien sûr, évidemment, moi, je serais ravie d'avoir une collaboration et je suis sûre que le mouvement aussi. Mais il faut les mettre en place aussi dès qu'on peut à l'intérieur vraiment du système politique, de ce qui existe, du cadre qui existe déjà aujourd'hui. Donc, il faut tout simplement faire appliquer les lois qui ne le sont pas, respecter la Constitution, abroger les lois qui violent les principes de la Constitution, faire respecter la transparence, etc. Et donc là, on peut déjà aussi, moi je rêve d'avoir une commission qui va contrôler l'action de la RTBF pour qu'on puisse enfin retrouver, mais enfin c'est vrai, pour qu'on puisse retrouver je veux dire, un service public, nous payons ça avec nos impôts, ils sont obligés de nous donner la parole et pas d'avoir des types politisés. Il paraît que Philippot gagne plus que Biden, je sais pas si c'est vrai, mais bon, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Voilà. Il fait du défaut en écriture. Donc voilà, dans les priorités, je pense on sait quoi faire. Voilà. Merci, Cynthia. Quel respect du temps, parce que tous ceux qui sont deux sont presque à la fin et ceux qui sont seuls sont à la moitié, ce qui est logique. Je vais racheter en plus temps blanco. Ah, Donc normalement, mais si j'ai bien calculé, je sais faire 4 chansons à la fin. alors, vous ne devez pas l'épuiser non plus. Je pense que pour les questions qui devront être vraiment rapides à un autre mouvement, si vous êtes d'accord, on ne tiendra pas compte de ce temps, sinon ça va être compliqué, ou bien vous parlerez à deux. Vas-y, Claude. Donc la RTBF, très bon sujet. Le contrôle des médias, essentiel pour informer et pour la démocratie. Le droit à l'information, il est déjà dans la Constitution. Transparentia, c'est créé pour ça. Le droit à l'information, c'est toute information détenue par l'État vous appartient. Et il n'est pas respecté. Donc en fait, quand Étienne Chouard parle de refaire des lois et de la Constitution, mais il y a déjà énormément de très bonnes lois. La Constitution belge, si on l'appliquait, elle est révolutionnaire. Hein. Elle contient non seulement la transparence, le droit à l'information, mais elle contient aussi le droit à un emploi digne, le droit à avoir un logement digne et en bon état. Mais déjà ça, imaginez qu'ici à Bruxelles, tout le monde ait un logement digne, puisse vivre de son travail et un accès total aux informations, et un libre droit à l'information, ce serait déjà pas mal. Mais tout ça est dans la Constitution. Donc la question, c'est plutôt comment faire respecter certaines lois. La question, c'est que faire. Et que faire, c'est s'organiser. C'est s'organiser, c'est ce que font les activistes, c'est apprendre à faire des manifestations, apprendre à faire des communiqués de presse, apprendre à faire des médias alternatifs, comme Kéros le fait. Et je pense que la question de ici, si les gens vont diviser, dans une élection qui est plus ou moins truquée, hein, ici, ben, après il y a les élections communales, et ben, j'espère que Kéros pourra être aussi le média des listes citoyennes communales, pour que les gens se rendent compte que là, au niveau local, il y a moyen de s'organiser, il y a moyen de créer des assemblées locales, pour ne pas refaire la même erreur, on va dire, dans 4 mois. Pour la question technique de l'union, ben, pour nous, c'est facile à résoudre. On a tout de suite proposé à toutes les listes, et ce n'est possible qu'au Parlement bruxellois, de faire ce qu'on appelle des alliances techniques. Donc, je peux vous l'annoncer ici. En fait, les voix de collectifs citoyens et de transparence seront comptées ensemble. Elles seront mutualisées. Donc, il n'y a pas du tout de concurrence. Que le meilleur gagne, c'est tant mieux. Et donc, si le collectif citoyen a plus de voix que transparence, ben, nos voix serviront à faire élire un député de collectif citoyen et vice-versa. Donc, c'est un
On a essayé avec d'autres listes, mais qui n'ont simplement pas voulu. Voilà. Mais c'est tout à fait possible, en fait. Parce que techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais vous décevoir, mais personne n'aura de député. Probablement. Parce qu'en réalité, chaque fois, les listes citoyennes font 30 000 voix dispersées. Hein, si vous regardez l'exemple de l'extrême droite au Parlement bruxellois, là, il y a 5 ans, c'était Destex et le Parti populaire. Derrière, c'est quand même des personnes qui sont des multimillionnaires. Modric Amen a 20 millions sur son compte, Destex plus ou moins aussi. Vous savez, ils ont des moyens autrement, plus accès aux médias, autrement grands que nous. Et ils ont fait ensemble 16 000 voix au Parlement bruxellois. Le seuil pour avoir un élu, c'est 27 000 voix. Donc c'est extrêmement compliqué. Par contre, cette élection permettra de se compter et de se dire combien nous sommes ici pour aux élections communales au niveau local nous organiser, combien nous sommes pour vouloir ensemble faire changer le droit à l'information de l'RTBF, faire grandir un média comme Kéros, comme média des mouvements citoyens. Et ça, c'est important de pouvoir se compter. Et donc, la seule chose que je peux promettre à Étienne Chouard, c'est que si on est ici 150 dans la salle, c'est de rester en contact pour s'organiser, faire des comités locaux d'action. Et ça, c'est le plus précieux, en fait. C'est le lien qu'on crée entre nous. L'élection, on sait qu'elle est truquée, mais en tout cas, c'est un élan pour se compter et aller de l'avant vers les élections communales qui viennent juste après. Merci. Je suis pas d'accord, hein. Je crois qu'on peut y arriver, nous. Je dirai tout à l'heure pourquoi. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. J'ai laissé Michel prendre les notes pour l'intervention ici, et comme il est médecin, je sais pas le relire. Alors, je vais lui passer le micro. Ok. Je vais un petit peu rompre avec l'ambiance locale de notre ami Chouard, avec lequel j'avais eu très longue discussion la dernière fois qu'on l'a rencontré chez toi, il y a quelques semaines. Parce que en fait, Étienne est partisan en fait d'un mode de gouvernance qui est strictement horizontal. Et j'en avais parlé avec lui. Et cette démocratie directe, en fait, est dans les faits, enfin, vous le savez bien, a été mise au point par Jean-Jacques Rousseau. Et celui qui l'a mis au point a dit lui-même qu'elle était tout simplement dans la réalité impossible. Donc il l'appelait lui-même une démocratie pour les dieux. Donc j'en ai parlé longuement avec lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que RMC a un concept un peu différent qui s'appelle semi-direct. Et l'idée, c'est tout simplement de dire que quand on veut élaborer un mode de gouvernance dans une structure aussi complexe qu'un État, il n'y a pas un mode de gouvernance qui est applicable à tous les niveaux de structure d'un État. Et il y a des modes de gouvernance spécifiques pour chaque niveau, peut-être, de structure de l'État. Et donc, quand Étienne fait des assemblées constitutives législatives, ça peut être bien à certains niveaux. Comme nous, au niveau de RMC, nous expérimentons par exemple l'acratie, mais il y a d'autres niveaux où ce genre de gouvernance est plus compliqué. Et la démocratie semi-directe essaye précisément de combiner divers mode de gouvernance pour que si vous voulez, la démocratie puisse associer deux critères importants qui sont d'une part l'efficacité et la légitimité. La légitimité, c'est que le pouvoir repose sur la plus grande base possible. Et donc, de toute façon, dans une démocratie semi-directe, ce sont que des citoyens tirés au sort qui vont occuper tous les niveaux du pouvoir, mais selon des modes de gouvernance qui ne seront pas les mêmes à tous les niveaux du pouvoir. Et les modes de gouvernance ne seront pas les mêmes à tous les niveaux du pouvoir parce qu'il faut une efficacité. Alors quand Giovanni parle d'une efficacité quant à l'incendie, etc., bon, c'est une image, c'est une métaphore, mais qui quelque part révèle une vérité, c'est-à-dire que on ne peut pas toujours adapter, on ne peut pas toujours utiliser la même gouvernance pour faire partout la même chose. Ce n'est pas possible. Et donc, la démocratie semi-directe essaye précisément de résoudre cette complexité-là, qui est quel mode de gouvernance doit être appliqué à quel niveau structurel d'un État. C'est pour ça que Étienne, je pense que quand il est un peu désespéré, quand il dit qu'il n'a pas d'illusion, etc., c'est précisément, j'en avais longuement parlé avec lui, parce qu'il ne sort pas
de cette impasse qui est de penser qu'avec un seul mode de gouvernance, on peut résoudre tous les problèmes. Donc je pense que là, pour moi, il y a une erreur, de mon point de vue. Par contre, ce que je crois et de ce que j'entends ici, je crois que au niveau des mouvements citoyens, par exemple, quand je vois le travail qui est fait par Agora et le travail aussi de transparence, puisque ça fait partie de justement de notre troisième point qui est la transparence des médias, de l'information libre, quand on voit notamment les difficultés d'avoir accès aux documents administratifs et la carte blanche que vous avez fait chez Transparency, évidemment qu'on appuie totalement. Il y a là-bas des convergences qui sont absolument essentielles entre notre programme 10 secondes. et je crois qu'il faut que dans un avenir très proche, on se mette ensemble dans l'intérêt des citoyens. Je précise Laurent. que j'accepte Payconic. Un beau message qui nous est venu de Tadoussac. Je vous invite tous à aller au Québec, à Tadoussac en particulier, où l'attraction locale, c'est de prendre le Zodiac sur le Saint-Laurent et d'aller observer les baleines. Peut-être en a-t-il pris le rythme sage et lent des baleines là-bas. Pourtant, le micro fonctionne pas mal. Alors, je voulais souligner par rapport à ce qui a été dit dans cet échange, dans ce message, que tous ici ont pris l'initiative à un moment donné. Je suis bien placé pour en parler, puisque après avoir lancé Blanco, on a reçu des dizaines, si pas des centaines de messages disant « J'ai eu cette idée il y a 10 ans de traduire le vote blanc par le siège vide, c'est génial, merci beaucoup. » Tout le monde ici prend du temps, prend beaucoup de son temps, parfois de ses moyens aussi financiers, pour mener à bien des idées qu'on a. Donc prenez les initiatives, rejoignez celles qui existent, faites-les grandir. C'est vraiment l'expérience que j'ai eue sur ces 4 dernières années, c'est qu'il y a moyen, quand l'idée est soutenue par beaucoup de personnes, d'arriver de 1 jusqu'aux élections et plus loin encore. Donc c'est toujours très confortable de contacter une initiative qui est lancée pour amener ses idées, de dire oui, vous devriez faire ça, mais je vais pas trop m'engager. Faites-en ce que vous voulez. Non, engagez-vous, allez les rencontrer, amenez vos idées, et si elles sont bonnes, croyez-moi, elles passeront, elles amèneront ces idées-là, quelles qu'elles soient, à une étape plus loin. Donc voilà, ça c'est un peu l'expérience que j'ai. Pourquoi Blanco est difficilement associable à d'autres idées? On a été contacté, hein, que ce soit dès fin 2022, pour dire oui, faudrait qu'on se mette ensemble, notamment par les partis qui forment aujourd'hui Vouru, où ils ont réussi à s'entendre. Ils ont vraiment réussi à, malgré les avis divergents de leur tête de liste, où qu'elle soit, à créer quelque chose quand même d'important, quoi qu'on en pense. Donc il y a moyen, mais l'idée de Blanco est tellement différente que voilà, quelque part on a été vu comme oui, mais en fait, même si on arrive, vous voulez prendre le siège. Sinon, on veut pas vendre pour le siège. Ça, c'est une conséquence d'eux. Mais on ne croit pas non plus aussi bien dans les partis existants que les initiatives qu'on a rencontrées, qu'une fois élu, ce point-là, ce point spécifique d'ajouter une nouvelle option sur les bulletins de vote soit suivi. Donc, on a mené notre bout de chemin et on y est pas mal arrivé pour l'instant. On verra ce que ça donne dans 48 heures. Merci. On peut passer la dernière vidéo? C'est possible? Qui décide tout? C'est le Premier ministre, les 7 vice-premiers ministres et les 7 présidents de parti. Donc vous avez 15 personnalités politiques qui décident en fait de tout ici pour tout ce qui concerne les politiques menées au niveau du fédéral. Et ça, c'est un véritable souci. On n'est plus dans une démocratie alors représentative où on représente les citoyens. On est dans une forme un peu d'oligocratie, de particratie poussée à son extrême. Elle a pris du temps à le réaliser, mais alors, avant de terminer, de poser la question au public de ce qu'ils choisissent, ou bien poser des questions, mais qui seront très courtes. Vraiment, ça sera pas plus d'1 minute par question. On coupera le micro, parce que c'est impossible sinon. Tout de suite, parce qu'on a respecté le timing, mais on a commencé plus tard. On a respecté les 2 heures, mais on a commencé plus tard pour attendre tout le monde.
ou bien chacun ne pose pas la question. J'avais fait des petits papiers avec tiré au sort pour qui pose la question à qui. Ou bien on passe directement aux questions du public. Mais moi, je voulais quand même rajouter que peut-être que c'est ce qu'Étienne Chouard voulait dire aussi. Vous êtes face à un rouleau compresseur, une machine de guerre politico-médiatique, et vous n'avez quand même pas réussi à vous mettre ensemble autour d'idées communes, alors qu'eux s'entendent très bien autour d'idées communes, et se gaussent de vous voir vous diviser. Voilà, je crois que c'est ce qu'Étienne voulait dire aussi, et je pense que c'est une occasion manquée. Tout le monde, beaucoup de gens étaient unis pendant 2020, 21, 22, 23. On les a divisés, puis on les a divisés avec la guerre en Ukraine, on les divise maintenant avec le génocide en Palestine. C'était l'occasion de se mettre d'accord sur des points communs, et vous ne l'avez pas fait. Je pense que voilà, ça aurait été intéressant de le faire. Et là, peut-être qu'il y aurait eu quelques députés. Il y en aura peut-être. C'est pas ça, mais que faisons-nous? Que faites-nous, j'allais dire. Que faisons-nous? Oui, oui, c'est ce que je demande. Étant donné qu'il est 10, il est 22, donc ou bien ils font un quart d'heure, 20 minutes de questions, ou bien dans leur réponse, ils posent la question, vous voyez, un peu comme ça, qui veut les poser à quelqu'un d'autre. Qui veut poser, allons-y alors. Qui veut, de toute façon, celui qui voulait poser une question à notre parti pourra peut-être répondre dans le public. On a 40 minutes de débat. Je vous le dis sérieusement, on n'a pas envie d'entendre quelqu'un qui parle pendant un quart d'heure parce que ce n'est pas possible. Et donc, vraiment, il y a moyen de mettre un compteur d'une minute? C'est un... Comme je ne sais pas combien on est, mais si on reste assis ou alors on va à des endroits et à 10, on discute. Non, ça va pas. Non, là, pas ce soir. Non, c'est très intéressant. Ça va, ça va être, c'est très intéressant comme outil démocratique, mais là, ça risque d'être compliqué, surtout qu'on est en direct. On est en direct et les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais c'est très intéressant. Euh, donc, est-ce qu'il y a moyen de mettre un compteur d'une minute, de tout mettre à zéro? Ben, on va sur le compteur de collectif citoyen qui a une minute et puis voilà, on y va. J'ai juste une petite annonce. Il y a des gens qui ont mangé à une table devant le piano. Et il reste un GSM. Voilà. Moi, je voudrais savoir quelles sont les consignes de vote pour l'Europe, puisque C'est pas la censure, Nicolas. On coupe le direct. Comme c'était prévu, les questions que les gens veulent poser. Moi, j'en ai pour une minute. Ah oui, pour moi, vous pouvez terminer votre temps de parole, hein. Il n'y a aucun problème. Mais, ok, il n'y a pas de problème. Mais on avait prévu avec l'équipe, avec tout le monde, que excuse-moi Nicolas, pendant le débat, voilà, on va pas être dans un meeting politique, donc on coupe les questions et c'est très dur à gérer techniquement, caméra et tout ça. Il y a des publics qui veulent pas être filmés, donc ceux qui veulent encore utiliser leur temps de parole ou dire quelque chose, une dernière chose, allez-y. Voilà. Non, non. Donc, tu as dit plusieurs fois, Claude, que personne ne sera élu. Donc, moi, j'en suis pas si sûre. Moi, on y croit. Chez Collectif Citoyen, on croit à la surprise. Non seulement on y croit, mais je pense on a des bonnes raisons d'espérer. On a des listes quand même à peu près partout. On a beaucoup de monde sur les listes. On a des listes très mixtes, c'est-à-dire qu'on a par exemple beaucoup de gens qui viennent de différents milieux, de différentes cultures. Voilà, on a des Belges d'origine étrangère. On a beaucoup qui vont voter pour Collectif Citoyen à Bruxelles, notamment sur des questions où c'est vrai. On a certains points on va pas dire un programme, mais un projet. Et ces priorités, on va dire, du mouvement ont été votées en interne. Donc voilà, on se bat déjà pour ces questions-là. C'est l'EVRAS, c'est le Good Move. Donc le fait de ne pas devoir payer 50 € chaque fois qu'on va quelque part, la liberté vaccinale, défiscaliser, la lutte contre la criminalité, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter pour nous et de vraiment de tout milieu. Merci, Santa. Donc nous, on ose y croire.
Est-ce est-ce que Agora veut encore... Vous avez encore 2 minutes 34. Ok. Claude? Ok. Très bien. Blanco? Ok, donc on passe... Donc, compteur d'une minute, vraiment maximum par question. Maximum, si vous pouvez faire plus court, c'est fantastique, vous laissez du temps aux autres.